We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC. Quand est-ce que t'auras des meubles? Quand j'aurai que ça à faire. Charlène va me laisser tomber. Pourquoi? Pas assez de steak au congélateur. Avec le fric qu'on vient de se faire. Las Vegas, le Super Bowl m'a nettoyé. Quand est-ce que tu vas te trouver une gonzesse? Quand j'aurai que ça à faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous? Eh oui. Ça va et toi? Ça va et toi? Bah écoutez, en fait, ce que les gens savent pas, c'est qu'on a tourné 2 podcasts dans la même journée avec Jérôme. Ah, tu dévoiles l'envers Je du dévoile décor. l'envers du décor, tu vois. Et donc là, on doit mettre de l'énergie en plus. Bah on est à fond là, non? Bah oui, on est à fond, mais en gros, ça fait 2 fois que je te demande comment tu vas. Bah je veux bien, mais ça fait plaisir. Hein. Bah ouais, tu veux que je te... Ok, d'accord. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Baptiste Le Caplin. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis clairement quand même un peu au top. Non, déjà. Baptiste Le Caplin, humoriste, comédien. Né le 23 mai 1985 à Avranches, en Basse-Normandie. Très bien. À 9h30. Voilà. Parents mariés. Je vais t'épater de ma science géographique, c'est pas loin du Mont-Saint-Michel. Avant. Exactement, gars. Voilà, bah, écoute, Qu'est-ce que t'as foutu là-bas? T'as fait un tour du LM, toi? Non. Toi, ça se Smartbox. Tiens, gars, Smartbox ULM. Ah, bah, merci, c'est gentil. Alors, dans cet épisode, nous allons parler d'un classique, à savoir It. Sorti en 1995, remake d'un téléfilm intitulé LA Takedown, déjà réalisé par Michael Mann, It est un film qui a défrayé la chronique lors de sa sortie puisqu'il présente la singularité de réunir à l'écran pour la première fois Robert De Niro et Al Pacino ensemble. J'insiste sur le ensemble car dans Le Parrain 2, sorti 21 ans plus tôt, il n'évolue pas dans la même temporalité et ne s'échange donc aucune réplique. It raconte l'histoire d'un inspecteur chargé de résoudre une enquête suite à un braquage qui a mal tourné. Ce film a été un succès au box-office, remportant 190 millions de dollars pour un budget de 60 et étrangement n'a jamais reçu une seule récompense, simplement 2 nominations aux Saturn Awards. Mais son impact va bien au-delà puisque ce film a influencé plusieurs réalisateurs dont Christopher Nolan. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Baptiste. Oh là là, il y a tellement. Alors, je l'ai vu, pour la première fois, j'avais 28 ans. Ok. T'imagines? Ah ouais. Enfin, vous imaginez? Alors t'as quel âge aujourd'hui? T'es né en 85, t'as 37 ans. J'ai 37. Ok. Et je crois que je dois le regarder 5 ou 6 fois par an depuis, je crois. Mais non. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. Non, mais dès qu'il passe, dès que je vois qu'il passe, tu sais, sur la TNT, je vois genre, il a démarré à 22h, il est 23h17, je le remets au début. Ouais, non, je suis trop fan. J'adore. Il y a une scène que j'adore. C'est au début. Ouais, moi je suis chaud pour en refaire. Parce que je le regarde en VF. Par contre, soyons clairs, net et précis. Il y a. Oula, putain, il y a 2 écoles. Ça a jugé, j'ai jugé. Non, Retour vers le futur, Indiana Jones, c'est It. J'avoue, It, j'ai dû faire 70% VF, 30% VO. VO, c'est très bien. Mais je suis trop attaché au VF de mon enfance. Surtout la voix de De Niro qui est très cool dans le film. Incroyable. Et j'ai eu la chance de tourner avec ce monsieur en plus. Qui fait la voix de De Niro? C'est pas Franz? Jacques Franz? Ouais, exact. Jacques Franz, ouais. Incroyable. Il fait Mel Gibson aussi. Exactement. Et ouais, ça, il en impose un peu, Pépère. Hein. Il a du charisme. Il est très gentil, mais c'est horrible parce que quand tu parles avec lui, t'as un peu envie de l'énerver, tu sais, pour qu'il te fasse un air de Niro, tu vois. Mais non, le souvenir que j'ai de ce film, c'est ouais, mais ferme-la, ok, l'artiste, et que le mec il enlève les lunettes et il le regarde direct, tu sais, dans le camion. Ouais, mais ferme-la, l'artiste, ok. Et il enlève les lunettes, il le regarde. Et son regard se détourne et l'autre il le re-regarde et tu dis ok. Donc là on est sur un niveau de badass très très méchant. T'as 2 gars qui se retiennent de défoncer l'un et l'autre parce qu'il y a un braquage et c'est ce que j'aime sur ce film, c'est que c'est que des gars ultra carrés et dès que ça c'est pas un petit peu carré, tout part en couille. Ouais. Et moi c'est ce que j'admire dans tous ces personnages là. Val Kilmer il est incroyable. En plus j'ai appris que Val Kilmer il avait enchaîné le tournage, il avait fait Batman, il avait fait son Batman année, ouais. Il était rincé de chez rincé et il arrête le tournage, il enchaîne Hit derrière et il a pas l'Oscar du meilleur second rôle. Non, il est nommé mais il l'a pas. Mais il est même pas nommé, je crois. Il est juste nommé aux Saturn Awards. D'ailleurs, c'est quoi les Saturn Awards? C'est la Sega Saturn, non? Ils vont à Saturn, les gars. Peut-être si tu vas à Saturn et que tu l'as pas le prix, c'est vraiment vénère. Mais non, c'est le premier souvenir que j'ai de ce film-là, c'est ça. C'est le regard dans le camion. Et tu te souviens dans quelles conditions tu l'as vu pour la première fois? Genre, ça a été un vrai choc quand tu l'as vu? Je l'ai vu en DVD. Je crois que je l'ai loué en DVD. Ah, tu l'as loué, genre gros choc, quoi. Je l'ai loué en DVD, ouais. Guillaume, ton premier souvenir de It? Ouais, moi je me souviens que je l'ai vu au cinéma, figurez-vous. Cool. Ouais, je l'ai vu au cinéma, mais j'étais comme Jamel Debbouze. très jeune. Chance.
Du coup, c'était en 95, donc j'avais 12 ans. Et je suis allé voir avec mon père, et je pense que je comprenais pas du tout l'impact de voir De Niro, Al Pacino, tu sais, je voyais juste ça comme... je crois même que j'ai pas tout compris au film, tu vois. Parce que tu sais, c'est quand même... Il fait combien de temps ce film ? Il est long quand même. Ouais, 2 heures. 2 heures, il est sur 2h20, je crois. Et pour l'époque, en fait, c'était pas des films, c'était des longs formats quand même. Maintenant, on a l'habitude des films de 2 heures. À l'époque, c'était des films d'1h30 tout le temps, tu vois. Et quand t'as 12 ans, tu vas voir un film de 2h20 avec ton père et tout. Et en fait, je me souviens j'avais grave kiffé de ouf les scènes d'action, mais j'avais pas, je pense, tout compris à l'ambiance, à l'ambiance et au symbole que ça représentait de les avoir à l'écran tous les deux, quoi. Ouais, moi, c'est un peu la même chose. Quand je l'ai vu, j'avais 12 ans. Et je me souviens qu'à l'époque, tout le monde parlait de ça, de la réunion de Niro et Pacino au cinéma pour la première fois. C'était vraiment l'excitation, tout le monde en parlait. Je me souviens que Pacino était invité dans l'émission de Michel Drucker pour parler de ça, pour parler de la sortie de Hit, etc. C'était vraiment un méga événement. Et pareil, en fait, quand je l'avais vu... Vous avez des chiens ? Yes. Très bien. Alors parlez-moi de ce film. L'interview est trouvable sur YouTube. Vous tapez Drucker Pacino. C'était dans quelle émission ? Studio Gabriel. Trop bien. Et c'est pas déjà Vivement Dimanche ? Non, c'était Studio Gabriel, ça s'appelle. Et donc il y a Pacino, et après il y a Benjamin Castaldi qui arrive pour faire une critique de Hit. Ça part un peu en couille la vidéo. Donc je vous conseille de mater ça sur YouTube. Ça veut dire que Castaldi il a déjà discuté avec Pacino, quoi. Exactement. Pour lui donner son avis sur Hit. Le mec de Comme J'aime là ? Bien sûr. Le résumé de carrière. J'ai vu les résultats du régime, j'ai halluciné. Dernière fois que j'avais halluciné, c'est quand j'ai vu le film Hit et que j'étais critique. Le gars, il a été critique de Hit, mais putain, mais manger un cul, mais c'est pas possible. En fait, il faut savoir que Castaldi a été recruté par Drucker à ses débuts pour être critique cinéma sur ses émissions. C'est génial. Donc avant Love Story, tout ça, c'est comme ça qu'il a débuté. Je connais bien son père. J'ai été aux grosses têtes avec lui, j'ai fait une émission avec lui, j'ai vu des regards vides dans ma vie. Hein. Il est très certainement très gentil. Hein. Mais j'en ai vu des regards vides dans ma vie, parce que j'étais dans des vestiaires de foot. J'ai eu Jérémy Ménez. Vraiment, vous savez, Jérémy a chanté Ok. J'aime beaucoup cette chronique. Regard vide. Je veux tous les regards vides du milieu. Il y a eu lui, Jérémy Ménez, vraiment, c'est mais rien, mais vraiment. Je suis peu surpris. Un tétard, mais vraiment, un tétard avec des pieds, quoi. Et Castaldi, j'étais assis à côté de lui, il m'a raconté qu'il allait faire un truc de privé pour gagner des sous, je sais pas quoi, parce qu'il avait besoin de thunes et tout. Et il me parlait, je voyais son regard, j'ai dit, mais mec, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Attention, parce que comment j'ai pu être vissé à toi tous les jeudis quand j'étais ado pour regarder Love Story ? Oui, mais attention, parce qu'apparemment, il cogne. Donc là, il cogne, attention, il cogne. Il cogne. Ah oui, quand on balance sur lui, il cogne. Il cogne. Donc, il a voulu. Tu connaissais pas l'histoire avec Guillon ? Si, c'était un guet-apens de Coé, c'était pas très sympa ça. Oui, c'est vrai que c'était un guet-apens. En gros, l'histoire, c'est que Guillon avait fait une vanne sur Castaldi, sur sa femme, je crois. Il avait très mal pris. Et en fait, Coé avait fait une émission où Guillon était invité. Il avait fait, comme dit Baptiste, un guet-apens où en gros Castaldi arrivait sur le plateau. Et il était en mode, vas-y, viens, on parle maintenant. Et il était en panique, Guillaume. Non, mais bon, ouais, pas cool. C'est gênant. Tu nous mets sur une ambiance, Baptiste. Voilà, tu nous non, mais c'est fou que Castaldi parle de ça, quoi. C'est hallucinant. Mais est-ce que vraiment il a convaincu des gens en disant, putain, je vais au Cinoche ? Je suis critique. J'adore les films de Michael Mann. Moi j'y croyais quand j'étais petit, je regardais, je fais putain, il s'y connaît en ciné, le gars. Tu sais, quand t'as 12 ans, tu regardes ça, t'y crois à fond. Mais il dit que c'est bien, au moins. Il dit que c'est un bon film. Je vous laisse regarder sur YouTube. Franchement, vas-y, qu'est-ce qu'il dit ? Non, il dit que c'est bien, de toute façon, il est obligé de sucer, il n'y a pas Chino qui est là, quoi. Il va pas arriver et dire, ouais, ton film, pas ouf. C'est de la merde. Tu vois, il peut pas dire ça. La merde. Et moi, je me souviens, je l'avais vu à 12 ans, et en fait, comme tu disais, Guillaume, j'avais pas vraiment conscience de tout ce qui est la musique, l'ambiance, même la composition des plans, parce que après, plus tard, j'ai appris que la majorité des plans étaient inspirés de peintures. En l'occurrence, les peintures d'Alex Colville, que aujourd'hui un de mes peintres préférés, etc. Par exemple, la scène où De Niro regarde la mer, et il y a un plan, il y a un flingue sur la table derrière lui, etc. Ça, c'est un tableau, en fait. Et on se rend compte qu'il y a plein de tableaux. Ah ouais ? Ouais, il y a plein de plans qui sont des tableaux, en fait, dans Hit. C'est assez impressionnant. Et voilà, et j'avais trouvé ça fou. Et en fait, là, en préparant cette émission, j'ai regardé les critiques d'époque. Et ce film s'est fait défoncer, en fait. What ? On lit les critiques, à part Castaldi qui l'a bien aimé. On lit les critiques. C'est un gars super, Benjamin. On lit les critiques des cahiers du cinéma où Télérama, ils disent ouais, le film est lourd, genre c'est mal écrit, c'est écrit à la truelle et tout. Wow. Ouais, ça disait ça à l'époque. J'étais là, genre, wow. Et du coup, j'ai compris après que c'était un de ces films qui deviennent de plus en plus bons avec le temps. T'as que ça, des bons dialogues. Ouais, je sais, mais je te dis, c'est Vraiment abusé. Aurélien, ton premier souvenir du film ? Eh bien, je l'ai pas vu au cinéma, donc je pense que c'est la première diffusion sur Canal+. À l'époque, j'étais abonné. Et je me souviens de l'avoir regardé seul, je pense. C'était dans les listes des films de gangsters. Tu sais, c'est le moment où tu te fais tous les films de gangsters. Ah ouais. Où j'avais dû mettre les Scorsese et machin, et à un moment, il y avait Hit, tu vois. Et donc, il y avait une rétrospective.
de tous ces films-là, et je l'avais vu. Et de quoi je me rappelle de la couleur. Ouais. Les couleurs des plans. C'est la première fois, en fait, je crois, où je me prends vraiment le Michael Mann un peu bleu bleu. nuit. Ouais. Incroyable. Ça, et aussi le bruit des flingues. C'est la première fois où je crois j'entends vraiment des armes de guerre. Ils le disent en plus qu'ils ont fait exprès d'avoir des vraies détonations, comme si c'était des vraies armes de guerre. Et en fait, ça sonnait pas comme les flingues habituellement. Tu vois, je sais pas, l'arme fatale, ça fait. C'est clair. Tu sais, c'est un peu stylé. Là, t'as vraiment l'impression que t'as des explosions. La fameuse scène du braquage avec Dans la rue, la là. fusillade, Ouais. j'avais lu que c'était la première fois qu'un film réunissait autant de dispositions de micros pour une scène en fait. Ouais. Il y avait des micros partout pour mieux capter le son. Bah là, c'est Trop moi, bien. c'est ce qui m'a marqué le plus. Après, c'était la scène. C'était l'époque où je regardais les John Woo et tout, donc j'étais très fusillade. Et j'avais vu Hardboiled, j'adorais les fusillades dans Hardboiled, et je trouvais que je me rappelle de mettre en boucle la scène dans la rue là où ça devient vraiment ouf. Et en fait, le réalisme du truc, en fait, c'est le premier moment où je me suis pas dit que des scènes d'action c'était des cartoons, tu vois. On se rappelait de, je sais pas, là, j'ai revu l'arme fatale, bah tu sais. C'est un peu des vannes, les gens ils meurent, mais t'as l'impression, tu sais, c'est des Ça, c'est un cascades. peu marrant, quoi. ouais. Alors que là, tu vois les gens, ils sont apeurés dans leur voiture, t'as des gens normaux, ils sont en train de se coucher par terre, et tu vois des mitraillettes, des armes lourdes de guerre, des keufs qui meurent. Enfin, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est pas des lol, quoi. C'est À fond. C'est quoi c'est vraiment violent, quoi. C'est quoi ta scène préférée du film, Bat? Celle qui te marque le plus? Il y en a plein. À chaque fois, ça change. À chaque fois, je le regarde. Mais c'est une excellence que tu dis sur la fusillade, parce que vraiment, quand ça pète de partout, tu te dis, ah putain, les pauvres. Et tu sens que De Niro, il a pas envie d'utiliser les flingues. Ouais. C'est vraiment, on est en dernier recours. Il dit, ok, là, les gars, on est vraiment dans la merde. Donc là, on dézingue. Et toute la fusillade, c'est vrai que t'as les gens qui se couchent et tout sur le supermarché, machin, t'es mal. Et puis après, qu'est-ce que c'est bien chorégraphié. Ouais. Tac, ils tirent, ils se Incroyable. retournent, tac, ils sont couverts de partout. Enfin, ils leur mettent une raclée. Hein. Ils sont prêts. C'est Ils une sont raclée méga prêts. folle. Et je me souviens que c'est un des rares films où quand ça pète ou quand ça tire, t'es pas content. Parce que le braquage se passe mal. Il va buter Waingro, à la limite, c'est le seul moment où t'es un peu content, mais tu sais que derrière, il y a la rencontre finale, et du coup, là, ça tire, t'es pas bien. En fait, à chaque fois que ça tire, t'es pas bien. Et je trouve ça fou qu'ils aient réussi à faire ça. Alors que tu viens pour regarder des mecs se castagner. d'habitude, t'es là, genre, allez, enfin de la mitraille, ouais. Mais ma scène préférée, putain, il y en a plein. Mais j'aime vraiment Rango quand il se fait démonter, il mange sa tarte aux pommes là. Il dit, je vais payer ce fils de pute. Et quand pareil, c'est les regards qui s'échangent quand il le démonte dans le diner. Et t'as ce comédien qui a une scène, tu sais, qui est sur son journal, il lève la tête et il regarde l'embrouille, et l'autre le regarde en face comme ça. Et l'autre il rebaisse la tête, il relit. Je fais, oh, putain, mais les regards, c'est incroyable. Je vais payer ce fils de pute. Et je vais plus aller le voir. Ta scène préférée dans le film? Je pense que globalement c'est la scène de la fusillade. Hein. Franchement. Ça c'est fou comme ça a marqué les gens. Mais ça m'a marqué de ouf, et même je me rappelle ça pour le coup. Du coup, quand je l'ai vu petit, je me suis dit ok, c'est un truc que t'as jamais. Déjà, quand t'es petit, c'est plutôt violent quand même. Est-ce qu'il y a eu une meilleure scène de fusillade dans l'histoire du Et cinéma? surtout cette façon, franchement, t'as l'impression que c'est pour le coup vrai quoi. Pas, tu vois, c'est ça. C'est un docu. Comme tu disais, tu vois, c'est genre la caméra au point qui est là partout. Tu sais, on dirait. Tu sens que c'est brutal en fait. Ouais, on dirait que c'est journalistique un peu cette façon de tourner, tu vois. Surtout au milieu 90, c'est pas du tout l'esthétique de ce genre de film en fait. Franchement, c'est Aurélien, il y a une scène toi qui t'as marqué dans le film? Bah ouais, en fait c'est vrai qu'on parle peu de la scène dans le diner où ils discutent tous les deux, tu vois, parce que finalement elle est tellement attendue que quand arrive le truc tu te dis il se passe des choses mais c'est pas si fou. Alors que moi je trouve que forcément on parle beaucoup de Niro qui est incroyable avec ce truc de faut jamais avoir d'attache et tout, donc moi le moment où il appelle sa meuf pour lui dire en gros qu'il va jamais revenir, je le trouve assez ouf. Et Al Pacino quand il pète des durites et qu'il balance sa télé à un feu rouge. Cette scène, j'y pense tout le temps parce que tu sais, tu sens que le mec il est au bout du roule, il en a ras-le-bol, il pète une durite et quand il balance sa télé qu'il a pris exprès alors qu'en fait il en a rien à carrer. C'est les deux scènes en fait où je trouve que tu captes vraiment les deux personnages et à quel point ils se rapprochent finalement en étant ennemis quoi. Mais c'est fou parce que plus que la scène où ils se parlent. Mais même il y a plein de moments que je trouve fou. Il y a un moment que je trouve génial, c'est complètement con, mais c'est quand Val Kilmer il prend le gros sachet de billets comme ça, il ouvre ses énormes sacs, parce qu'il y a une très très bonne vanne de Yacine Bellouz qui dit moi si je devais préparer un braquage de banque je serais le gars qui a acheté les sacs, parce que c'est hyper important les sacs. Et il sort les sacs et tu sais il le retourne, il met les billets comme ça, il les met dans le sac et clac, il met un coup de couteau et il défait les billets.
Et je me dis putain, les mecs ils pensent même à ça quoi. C'est-à-dire que il ouvre, il met les billets dedans. Non, il met le gros sachet bien dur, le gros cube de billets. Il met ça dans le sac, schlac, et il étale comme ça. Et à chaque fois que je vois ça, je dis putain, il est bon mon Val Kilmer. À chaque fois, bon le Val. J'adore, mais c'est des petits détails qu'il y a à chaque fois qui sont incroyables. Il y a des détails incroyables. Mais non, mais tu vois, pendant longtemps, ça a été la scène où il rencontre la nana. Qu'est-ce que vous me voulez ? Parce que c'est le pire, c'est le mec le plus froid de la planète Terre. C'est qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi vous me parlez ? Et elle dit bah non, parce que je vous ai vu quelques fois à la boutique. Bah voilà, c'est tout, je voulais parler, pardon de vous avoir dérangé. Et il la mate, et t'as encore des échanges de regards, des silences. Et il dit excusez-moi, je voulais pas être impoli. Et d'un coup, il devient le mec le plus fort en rencard. Tout ce que Robert De Niro fait dans ce rencard, c'est toutes les questions qu'il faut poser aux femmes. Alors je dis pas qu'il faut le faire pour faire semblant, mais ça fait longtemps que vous habitez ici ? Ouais. Ça vous plaît ? Et votre famille ? Et vous faites quoi dans la vie ? Et ça vous plaît ? Et vous faisiez quoi ? Et vous avez fait des études ? La question, et vous avez fait des études pour ça ? Et la fille fait bah ouais un peu. Mais comment il retourne le truc, putain, et d'un coup il devient charmant. Je fais putain mais c'est fou. Comment tu peux dire que les dialogues sont pas bien ? Le mec c'est un connard de braqueur et d'un coup il voit que la fille est sympa, il dit ok c'est bon. En fait elle m'a pas suivi. Et les cahiers du cinéma étaient l'Arma à l'époque. Non mais gars, et surtout et la question, et vous avez fait des études pour ça ? Et il sourit, il est gentil. Après, bon, bah, il ken, et puis c'est génial. Mais je trouve que ce switch de personnage est incroyable. Et les silences qu'il y a, les regards sont fous dans ce film. Tu parlais de Val Kilmer juste avant. Moi, c'est une de mes scènes préférées dans le film. C'est ce moment où Val Kilmer s'engueule avec sa meuf et en fait, il va dormir dans l'appartement hyper froid de Robert De Niro, appartement sans meubles parce que, comme tu le disais avant, il répète. Je peux te faire la réplique ? Ouais, vas-y, tu peux. Quand est-ce que tu auras des meubles ? Quand j'aurai le temps. Quand j'aurai que ça à faire. Quand j'aurai que ça à faire. Ouais. Quand j'aurai que ça à faire, parce qu'il le dit en anglais autrement. Et qu'est-ce que t'as foutu ? À Vegas, le Super Bowl, mon tout près. C'est vrai. Allez, il lui file un café, on prend un petit déj, et on prend un petit déj. Et après, il lui redit, il fait quand est-ce que t'auras une meuf sérieuse ? Quand j'aurai que ça à faire. Quand j'aurai que ça à faire. Ouais, voilà. Et j'adore cette scène parce qu'il y a un truc un peu froid, d'amitié, où tu sens qu'il y a un respect entre les deux, etc. Mais tout est froid en fait. Tu sens que tous les rapports entre les gens sont froids. Et ça, Michael Mann, il le filme vraiment bien. J'adore cette scène. Elle est très cool. C'est et puis froid, Val Kilmer, mais à la fois, c'est à la fois froid et à la fois très fraternel. Parce Exactement. que quand ils se disent, bon les gars, là les flics ils sont sur nous, comment on fait ? Val Kilmer il dit non mais moi je suis avec toi, il y a pas de souci. L'autre il dit non mais moi je m'en fous, moi je suis avec toi Nick, tu sais. Il dit non là il y a pas, je t'en fous, là t'as des terrains, tu peux te retourner et tout. Il dit non moi j'y vais, je suis avec toi. Le Mexicain là, je sais plus comment il s'appelle à chaque fois. Il dit moi c'est bon, moi je marche. Tu sens qu'ils sont quand même très unis. Et quand ils vont récupérer la thune de l'assureur là, après même tous les petits rôles nuls que tu vois pas. Hein. C'est quand même c'est le méchant c'est le flic du FBI dans Breaking Bad là. Enfin tu vois dans Breaking Bad dans Prison Break c'est le banquier qui se fait braquer par le Joker au début là, tu vois ce comédien. C'est Mahone dans Prison Break. J'ai pas les noms j'ai pas le nom on peut plus de l'acteur mais c'est Mahone dans Prison Break. Mais tu vois, mais même lui tu vois c'est un connard fini et tout. J'aime bien quand ils vont récupérer les bons porteurs. Tu vois comment ils sont organisés. Kilmer il est sur le toit, il protège son pote, la bagnole se barre, l'autre il arrive avec le fusil à pompe. Enfin, je trouve qu'ils sont très soudés, ils sont très carrés. Moi, ce que j'admire, c'est quand même des gars carrés. Mais justement, c'est aussi un des trucs du film, c'est que finalement le synopsis est basé sur l'absence de fraternité à un moment parce que ils ont cette fraternité de braqueurs entre eux. Ouais. Sauf que un des braqueurs trahit cette fraternité au début en faisant n'importe quoi. Et c'est de là que le film part. C'est pas un mec de la bande aussi. Oui, justement. Mais c'est parce que eux, ils ont l'habitude de se connaître. Et là, il y a un nouveau gars qui fait n'importe quoi, donc ils sont obligés de le supprimer. Et c'est de là que part le film, parce que finalement, s'ils réussissent le braquage, il n'y a plus rien après. Non, mais c'est que les pièces rapportées qui font foirer les trucs. Ouais, voilà ça. Enfin, qui font foirer le black, malheureusement, il y est pour rien, mais tu vois, quand il. Même cette scène aussi, on n'en parle pas, mais la scène du braquage au début, elle est hyper impressionnante, mais surtout aussi ce moment où. Ils se rendent compte que faut buter les gars en fait qui sont des innocents, et moi c'est vraiment un truc, moi je l'avais vu quand j'avais 12 ans du coup, et ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Il y avait un truc où je me disais ok, on part sur un film vraiment sans pitié quoi, tu vois. Non, puis en plus tu te dis ils ont des masques, est-ce que foncièrement d'en laisser deux vivants ça va faire quelque chose. Je me suis toujours demandé moi si j'avais une question à poser à Michael Mann, je fais pourquoi les tuer, parce que je pense que t'es obligé de les situer en méchants direct, mais méchants contraints d'être méchants. Et c'est pour ça De Niro, ce qui est génial, c'est où il se rattrape, il fait putain mais merde, tu vois, il l'engueule dans le fourgon en disant putain mais qu'est-ce que t'as foutu, t'es con. Et je le regarde, pareil, il se retourne, il dit qu'est-ce qu'on fait, il lui fait un signe de tête, paf, il l'exécute. C'est très violent, hein, c'est très dur. Mais je pense que Michael Mann, il est obligé de les installer en méchants. Il dit voilà, les méchants c'est eux, et les gentils sont là. Et ce qui fait qu'ensuite le film est fou parce que
À Il y a plus de aucun méchants, il y a moment, plus de gentils. à aucun moment, t'as envie que les méchants perdent, et en même temps, t'es ni content, t'es triste que le méchant perde, et t'es même pas content que le gentil gagne. Ouais. Enfin, si tu vois, il y a un truc, je trouve qu'il te sort d'une zone de confort que moi j'ai ressenti pour la dernière fois dans The Last of Us en jouant à ce jeu, qui est mon jeu cultissime. Je fais une digression, mais c'est la seule fois où ça m'a sorti de mes bases en me disant, bah attends, en fait, j'aime clairement le méchant là. Je suis clairement envie que le méchant il gagne et ça me fait chier que le gentil gagne. Mais bon, la beauté du truc fait que le film se termine, la musique est sublime. Et t'es là, tu te dis putain merde, la vache, ils m'ont complètement chamboulé les salauds. À la fin, Et je pense que si t'as pas ça, si t'as pas cette exécution au début, ouais, t'as en pas vrai, la même fin. non. Ouais. Tu t'en fous un peu. Ce serait pas mal comme chronique ça, de parler des méchants qu'on préfère aux héros finalement. Bah, Je crois que c'est une chronique de Hitler. Qu'est-ce- Quoi Qu'est-ce qu'il y a Je t'ai dit vite. J'ai vu très vite. Pardon, Très vite. excusez-moi. Je garderai ça au montage. Alors Guillaume, je le disais en intro, ce film réunit deux légendes à l'écran, Robert De Niro et Al Bien Pacino. sûr. Et c'est toujours un événement quand deux légendes sont réunies pour la première fois. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des légendes qui ont été associées sur grand écran? À part si tu veux pas. Hein. C'est hyper intéressant. je veux T'as pas évidemment. envie, tu fais Oh pas. Marvel de merde, hein, pardon, hein, tu me mets pas. Ah, vous avez vu les Rostas ensemble? Oui, bah, c'est bon, ça va les gars. Ça va. Alors, Iron Man. Non, on va parler de quelques duos iconiques qu'on aime, dont un. On va commencer par un qu'on aime par-dessus tout ici, à savoir Stallone et Schwarzenegger. Bien sûr. Qui se donne pour la première fois la réplique dans Expendables en 2010, film d'action chorale avec tous les pontes du genre, et réunion qui n'aurait absolument pas pu être possible dans les années 80, tant les deux acteurs se détestaient. Une rivalité qui a même une page Wikipédia à elle toute seule. Ah ouais. Vous savez ça? Ah bon Stallone et Schwarzenegger Rivalry. Putain, pas mal. Ouais, Rivalry. Bien Alors, joué, Et ça. pourquoi ils s'aimaient pas? Alors, est-ce que je peux Ah bah, te j'y viens. raconter une anecdote là-dessus Alors, qui d'accord. qui parle d'un film dans lequel a joué Stallone. T'as ça ou pas? Bah oui. Ah, tu l'avais? Ouais, je l'ai. Bah vas-y, dis-le. Il a fait avec un peu de dédain. Bah tu l'as, bah vas-y, bah dis-le. Allez, dis-le. Fais-le alors. Non, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, attends. Dans les années 80, oui, une page Wikipédia donc dédiée à cette rivalité qui a débuté en 1977 aux Golden Globes. Est-ce que vous le saviez? Ah bon? Eh oui. Ouais, Alors bah, là, j'ai une bonne anecdote là. C'est pas parce qu'en fait, Schwarzy gagne un truc et Stallone il est grave jaloux. Stallone, il est nominé meilleur acteur et Schwarzy, il est nominé star de l'année. Et Schwarzy gagne et Stallone il meilleur perd. acteur, c'est pour. 77. C'est Rocky? Non. Bah je pense. Ah ouais. Oui, 77 parce que oui, c'est c'est sûr. 76 Rocky. Et Mais Stallone, mais mais attends. Schwarzy, il a quoi? bah, star de l'année. Alors Mais- ça. Mais il a rien fait. C'est la en star de 77. l'année. Star de Qu'est-ce que l'année, je te qu'est-ce dis que Il a te fait dis Hercule dans New York là. Eh bah écoute. Bah c'est la star de l'année. C'est la star de l'année. Donc Schwarzy gagne et Stallone y perd. Et alors, apparemment, en coulisses, Arnold il s'est moqué de Sylvester. Oh. Et Sylvester, ça lui a pas plu. Eh ben, Et Sylvester, il lui a acheté un vase. Ah, ça, vous saviez pas. un vase. Ah, Eh ouais. Damn, Il lui a un jeté un vase. Et c'est pire que l'octogone. Et le truc. Stallone, ensuite, il va dire dans Variety, à partir de cet instant-là, même nos ADN se détestent. Qui gagne en Oh. baston entre Stallone et Schwarzy à la Bonne régulière? question. En bras de fer, tu penses que c'est qui? Schwarzy. Bah non, Stallone il a joué dans Over the Top. Bah voilà. Ouais, mais ouais. Et c'est quand même Mister Univers. Non, Ouais, les gars, c'est- Schwarzy, Bah il qui est-ce qui fait gagne en 2 baston à la têtes de plus régulière? que Sylvester Stallone, Stallone. Schwarzy, à leur prime? Alors Prime en baston. Ouais. En baston, c'est Baston de rue comme ça. En baston, c'est Stallone. Vous connaissez cette anecdote avec Seagal et Van Damme? Ils sont tapés. Ah, ouais. Qu'on failli attends. se taper à une soirée? Ouais, ça me tape Très bonne pas. anecdote. En gros, ils vont à une soirée comme ça, puis t'as Steven Seagal, Van Damme qui se moque de Steven Seagal toute la Normal. soirée. Classique. Et donc, il fait des vannes comme ça, et Steven Seagal le prend très mal. Et à un moment donné, Seagal, il dit à Van Damme, bah écoute, c'était un problème, on va dans le jardin, et puis on règle ça à l'amiable. Ouais. On se tape. T'imagines, t'es à la soirée, Oh, tu vois le potentiellement une baston entre Van Damme et Seagal. Tu vois. Génial. Et donc, En plus, c'est que des coups de pied, je suis sûr. ils vont dans le jardin, etc. Et en fait, à ce qui paraît, Seagal, c'est un ponte niveau baston. Mais oui, il est trop chaud. Il est très très chaud. Ouais. Et Van Damme se serait dégonflé. Oh. Voilà, Et ben alors voilà l'info que je te donne. C'est une bonne Ouais. info. D'après Ouais. Et Steven. Van Damme, il a fait une fausse baston aussi avec Dolph Lundgren sur le tapis rouge de Ouais, Cannes. mais ça, c'était un. Ça, c'est son pote, ça. Une fausse baston, effectivement. C'est un prank. C'est par le buzz. C'était un prank. Mais donc Seagal, voilà. pardon, excuse-moi, je te coupe. Seagal, anecdote qu'on m'a balancé de cascadeur du cinéma, il met vraiment des coups au Ah cascadeur. ouais Il met vraiment des coups aux gars qui démontent. De temps en temps, il met vraiment des vraies pichenettes. Quoi. Ce serait donc lui le plus fort de tous. Non, non, mais Je bon, crois qu'il est très chaud. pas. Ouais, il est Ouais, chaud. ouais. C'est un tueur. Et il sort des albums aussi qui sont pas si mal. en vrai. Album de blues. Ouais, qui sont pas si mauvais. Il fait du blues. Il fait du blues. I must be on the slow boat to China. Baby, why can't you give me what I need?
Et donc, depuis cette époque, nos ADN se détestent. Et d'après Schwarzy, c'était la haine de Stallone qui l'a poussé à se dépasser et en faire toujours plus dans ses rôles. Par exemple, dans Jumeaux, il se moque d'un poster de Rambo. Et en réponse, dans Tango et Cash, Sylvester Stallone tabasse un mec casté pour ressembler à Schwarzy. Pas mal. Et dans Last Action Hero aussi, il y a Stallone en Terminator. Exactement. Dans le vidéoclub. Ah bon? Ouais, il tombe sur une affiche de Terminator et c'est Stallone qui Et dans Arrête où ma mère va tirer, il chie sur une photo. Ça a été coupé, vous l'avez pas vu? Très bonne. C'est une bonus. Très bonne transition. Effectivement, puisque d'ailleurs, bonne anecdote tabzienne, puisqu'en 1992 sort le film Arrête où ma mère va tirer. Film dont Stallone dira par la suite que c'est le pire film de sa carrière, mais son rôle devait être à la base donné à Schwarzy, qui a en quelque sorte pranké Stallone. Mais oui, mais ouais, c'est plus sa veine exacte. Je le cite, il a dit j'avais lu le script, c'était tellement mauvais. Vous savez, j'ai fait quelques films qui mériteraient d'aller directement aux chiottes, mais là, ça surpassait tout. Je me dis que ce serait amusant de laisser entendre que le projet m'intéressait beaucoup. Je sais comment ça marche à Hollywood. J'aurais alors demandé beaucoup d'argent. Ils auraient ensuite dit donnons le film à Stallone, on peut l'avoir pour moins cher. Et ils ont fait passer le message à Sylvester et ils lui ont dit Arnold est intéressé, mais si vous voulez prendre une longueur d'avance dans votre rivalité, je pense que vous devriez prendre le film. Oh damn! Mais Schwarzy, c'est un génie du mal en fait. Et Sylvester a marché, il a foncé tête baissée. Une semaine après, j'entendais qu'il signait pour le film. Oh, il a pranké de ouf et après ils en rigolent, tu vois. Du coup il est deg. Et bon bref, c'est la mésentente totale entre les deux jusqu'à l'aventure Planet Hollywood. À l'époque ils avaient le même agent et c'est sur l'impulsion de l'agent qu'ils ont investi dans la chaîne de restaurants avec Bruce Willis et Demi Moore. Donc là ils sont potes à ce moment-là. À partir de Planet Hollywood, Schwarzy dira que c'est comme ça que ça a commencé et qu'ils se sont mis à voyager ensemble à travers le monde pour ouvrir des restaurants et ils sont devenus ainsi de très bons amis. Ils ont aussi fait un film tous les deux en tête d'affiche en 2013, Escape Plan. Ouais, un truc de prison. Il y a eu le 2 aussi, non? Ouais, c'est vrai. Un peu le. Mais c'est pas ouf. La note de 50% sur Rotten Tomatoes. Ouais, non, pas ouf. Apparemment, c'est pas ouf. Vous l'avez vu ou pas? Non, je l'ai vu au cinéma, figure-toi. Ah, tu l'as vu au cinéma? J'étais là pour la réunification des deux. C'était mauvais. C'était mauvais. Aïe, 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 ça fait de la peine quand même. Le 1, tu veux dire, tu as vu le 1? Ouais. Et le 1 est pas bien. Bon. Non, mais un film de prison avec Stallone, faut voir Haute Sécurité, c'est vraiment bien. Très bon, Haute Sécurité. Très bon. Haute Sécurité, c'est un film de prison. Tu sais, ces films de prison des années 90, tu pouvais faire ce que tu voulais, ramener des putes, faire des barbecues. Il y a toujours des trucs comme ça dans les prisons. Il est bien ce film. Ouais, il est cool. On enchaîne avec un autre duo iconique. On part en 1968 avec la rencontre de deux légendes du cinéma, Paul Newman et Robert Redford. Ils se rencontrent à l'écran dans Butch Cassidy et le Kid et c'est Paul Newman qui est casté le premier. La production veut d'abord lui donner Marlon Brando ou Steve McQueen pour lui donner la réplique, mais Paul Newman se bat pour imposer Robert Redford, qui était un petit nouveau à l'époque. Ce dernier qui dira au fur et à mesure que le film avançait, nous avons mis nos personnages de côté et sommes devenus de réels amis, amitié qui s'est encore plus scellée quand Robert Redford a déménagé dans le Connecticut à seulement 1 km de Paul Newman. Ah ouais. Et ouais, une amitié qui se basait sur des valeurs communes mais aussi sur des farces. Ça, vous ne le saviez pas. Ah, il se faisait des farces. C'est des blagueurs. Il se faisait des grosses farces. Alors je vais vous expliquer la farce. Bon, voilà. C'est une farce déjà que tu peux faire quand t'es une méga star. Vas-y. Et elle est pas ouf. Exemple, pour les 50 ans de Robert Redford, pour les 50 ans de Paul Newman, Robert Redford a acheté une Porsche complètement défoncée. Il l'a fait compacter à la décharge, en cube, et il l'a déposée sur la pelouse de Paul Newman. Voilà. Je t'ai acheté une Porsche. Tu sais que j'avais vu récemment un documentaire sur les gars qui font les voix de Bugs Bunny. C'était Roger Carrel. Ouais. Et en gros, il était avec des potes comme ça. Il racontait les vannes qui se faisaient à l'époque, les blagues. Et une blague qui était très relou, c'est qu'en fait, ils achetaient des soutiens-gorge et ils mettaient dans la boîte à gants de son pote. Ah ouais, pas mal. Et ils partaient en week-end. Et la meuf ouvrait la boîte à gants, puis il y avait un soutien-gorge. Mais le mec, qu'est-ce qu'il peut dire, quoi? Bonne vanne. Genre, la meuf fait, ouais, c'est quoi soutien-gorge? Et l'autre, c'est pas ce qui se passe, quoi. Il y a un soutien-gorge dans la boîte à gants, tu vois. C'est relou comme vanne. Je te fasse cette vanne? Non. On sera encore amis. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'ils avaient une règle tacite entre eux et ils devaient pas parler de leur farce. C'est-à-dire qu'il a fait ça, puis c'est tout. Il a pas signé et tout, et l'autre, il en a jamais reparlé. Il a fait. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Juste, il a mis une Porsche défoncée sur sa pelouse et voilà. Autre duo de légende, mais en France cette fois, en 1970, Jacques Deray réunit à l'écran deux stars dans son film Borsalino, à savoir Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Ils se sont déjà croisés dans Paris brûle-t-il, Sois belle et tais-toi et Amour célèbre, mais c'est la première fois qu'on les voit tous les deux en haut de l'affiche. Un film qui va sceller une embrouille entre les deux stars. Et oui, alors sur le tournage, l'ambiance est bonne, mais les deux ont un style de vie bien différent. Delon, qui produit aussi le film, est très sage, tandis que Belmondo fait la fête et prend des avions dès qu'il le peut pour rejoindre sa compagne de l'époque. Mais c'est à la sortie du film que les choses se gâtent. Est-ce que vous savez pourquoi? L'affiche. Bravo.
Putain, il est calé. Ouais, lui. la taille et le nom. Delon, il a demandé à ce que le nom il soit plus fat que celui de Belmondo. Et Non, c'est parti en c'est pas sucette. tout à fait ça. C'est que du Ouais. coup, comme il produisait le film, ça devait s'appeler Ouais, ça. Dell Productions. Et finalement, c'est écrit produit par Alain Delon. Et Et c'est il y avait parti en aussi son nom en tant qu'Alain Delon comédien. Ah, donc 2 fois. Et il y avait 2 fois son nom. Et du coup, il devait pas y avoir de nom au-dessus de leur nom sur l'affiche. Et du coup, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et Il est très familier de ça, Delon. Alexandre Astier lui a proposé de jouer le film qu'il a fait avec Isabelle Adjani, en fait, c'était pour Delon à la base. Ok. Et Delon, il a dit non, moi je joue pas dans un film où il y a marqué un film d'Alexandre Astier, écrit par Alexandre Astier, réalisé par Alexandre Astier, musique d'Alexandre Astier. Il fait non, je fais pas ça. Et donc Alexandre il a dit bah ok, bah, c'est pas grave. Ah ouais. Donc je réécris et je le file à Adjani. En même temps, quand t'es Mais tu vois, Delon, Delon, il est très comme ça, ouais. Ouais. Et il se balade en peignoir dans les coulisses de Miss France. Les Ah ouais, Miss tiens. France me disaient bah Alain Delon, il est en peignoir. C'est une très bonne. Puis il vient nous voir. peignoir, ouais, mais nu en C'est dessous. un peu, c'est limite, ça va les filles. Ah, la Complètement Bourgogne. taré, J'ai tourné en Bourgogne. À la Bourgogne. Allez, Mais je pense qu'Alain Delon, il va vraiment sur une autre planète en mode j'étais la méga star Ouais. et je le suis encore quoi qu'il arrive. Mais quoi. apparemment, là, je lisais ça en préparant la chronique, que Delon, sur le tournage d'Astérix, il était horrible. Ah, il pensait que c'était Jules Apparemment- César, vraiment. Apparemment, il avait des caprices incroyables et j'étais Ouais, Ouais, mais affreux. je pense que quand tu tournes avec Delon, tu sais qu'il va faire ça, quoi. Tu vois. Tu sais, c'est genre, c'est la Oui, méga mais t'as star. beau le savoir, c'est Ouais. que Casse-couille. Et donc, tu sais que tu vas tourner avec Kéchis, c'est que tu vas en chier, mais c'est quand même pas cool. Ah bah Ouais, tu c'est savais, vrai. hein. Quand on allait faire 2 semaines de scène de baise. Ah ouais, mais quand même, c'est un peu chiant. Hein. C'est vrai, je pense à ce truc-là. Il y a un fond chiant. Il y a un fond chiant. C'est vrai, Un peu chiant. c'est vrai ces trucs-là. Je me dis souvent ça, je me dis tout le monde dit qu'il est horrible, les gens ils sont là, bon bah je vais bosser avec lui quand même. Eux, ils y vont quand même. Bah C'est oui, trop bah, bizarre. écoute. Mais c'est bizarre. C'est Bah vrai. oui, mais bon. C'est vrai, mais qu'est-ce que je te dis Est-ce que par exemple si j'avais des caprices de star pendant le podcast, je serais encore dans l'équipe? Bah non, parce que t'es pas Alain Delon. Non, mais Voilà, t'as bah une merci. T'as une pièce essentielle. Ça t'as se un résume roi, aussi, ça ouais, se sent c'est vrai. direct. Tu vois, c'est pas la même carrière quoi. Ça Non, se mais résume ouais, aussi mais facilement. C'est vrai, là, après la polémique de la vie d'Adèle, enfin tout le monde disait mais Kéchiche, à ce qui paraît, il est horrible. Ouais. Et je marche dans la rue, je vois une comédienne très connue. Je dis qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai fait les essais pour le prochain Kéchiche. Je dis mais t'es au courant du truc? Ouais, mais bon, tu te dis peut-être il va changer quoi. C'est comme les meufs qui sont sorties après avec Bertrand Cantat. Elles se disent bah peut-être que c'est cool en C'est fait. vrai ça. Et bah ça non. Non, en fait, je Mais sais tu pas. sais, elles se disent moi je vais le changer, tu vois. Moi je vais y arriver. Le truc suprême dans ce genre-là, c'est les meufs qui se marient avec des tueurs en série en prison. Bah, C'est-à-dire que le gars est condamné Qu'elles ont jamais et vu. elles envoient une lettre et elles Mais veulent là, se marier avec le gars. alors quoi. là, la dernière histoire en date, c'est qu'il y a une meuf qui allait faire l'amour avec Nandal le Landais. Ouais. Tu es au courant de ça? Ouais, j'ai vu Mais ça. non, ouais. t'es Ouais. connerie. Ah, Elle si, c'est était ouf. excitée par Nandal le Landais, elle y allait et du coup, elle est partie en Ils garde ont- à vue ils et ont lui, baisé, il est- ouais. hop, lui, il est allé au trou, lui. Hop. Et c'est comme, tu sais, Salah Abdeslam, il reçoit Une plein de. deuxième fois. Allez, deuxième fois. bim, ça. Abdeslam, il reçoit plein de lettres de meufs qui veulent se marier. Bah ouais, tu vois. ouais. C'est ouf, hein. C'est trop bizarre. Incroyable. Bah écoutez, voilà, parce que c'était la fin de ma chronique, mais. veulent le je changer. disais, Bah, elle est voilà. bien ta fin, gars. T'as cassé finalement- l'ambiance, gars, avec ta fin Non, de mais ça chronique. finissait sur Nandal le Landais. Donc voilà, c'était la fin de ma chronique. C'était écrit. Trop bizarre. Alain Delon, Nandal le Landais, voilà, merci. Qui pense qu'il est innocent ici? Ah, moi, je suis Absolument moi, personne. Je suis innocent. Je suis innocent de ouf. Ouais. Très bien. Alors vous le savez, il est question de braqueur dans ce film. Ah, qu'il est innocent, Nordal Lelandais, ou qui est innocent? Je pensais que c'était au. Non, le Landais. Ah, Nordal Lelandais. Non, il est pas innocent. du Totalement tout. coupable. Totalement coupable. hein. Tu sais, quand t'as des questions comme ça et que t'as un micro devant, t'es là. Alors attends, qu'il est innocent, ok, d'accord. Tu sais, tu Ah réalises. oui, une deux autre fois. anecdote sur Nordal Lelandais qui m'a fait beaucoup rire, c'est terrible, mais c'est. Aïe, 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 oui, aïe, aïe, aïe. Non, mais en fait, j'ai un copain qui travaille chez BFM TV et je fais une vanne sur scène un soir sur. Parce qu'on était en pleine affaire Nordal Lelandais et je fais une vanne qui passe moyen parce qu'elle est trop pointue. J'ai plus le nom de la vanne, mais en gros, ouais, cette marque elle est dégoûtée encore plus que la marque Pepe Jeans. Et j'ai un gros Ouais. rire d'un journaliste de BFM. Et il me dit putain, mais mec, tu sais que Pepe Jeans, ils nous ont appelés. Ils nous ont dit s'il vous plaît. Arrêtez d'utiliser la même photo, j'en supplie, où il est comme ça avec ses deux chiens, il a son t-shirt Pepe Jeans et la marque. Il se dit mais arrêtez, mais floutez, changez de photo. Et genre ils ont envoyé des photos, ils disent celle-là elle est bien, celle-là, tu vois. Ils disent ouais non mais nous on aime bien celle-là parce qu'il est. Mais c'est vrai que la marque horrible, c'est de ouais. C'est vrai que catastrophe, c'est gars. C'est de catastrophe et il est en Pepe Jeans tout le temps. Mais tu sais que je me souviens, dans les années 90, il y avait le procès de Guy Georges et durant tout le procès, il avait un sweat Umbro. C'est un truc Ouais, que j'avais mais oui. remarqué, tu vois, attention à Mais ça. oui bien sûr. Et du coup, maintenant, j'associe Umbro à Guy Georges. Mais bien sûr. Non, mais ça reste ça. Bah oui, C'est c'est horrible. terrible. Et Hugo Ouais. Boss, c'est les nazis. Donc ils sont repris vachement, mais ça, Meilleur branding. Hugo Boss, c'est les nazis. C'est vrai. Putain, c'est ouf. Bah, C'était uniforme en terrible. même temps. Alors, vous le savez, il est question de braqueur dans ce film. Du coup, on va jouer un petit jeu. De quel, figurez-vous. Ah. quel film on parle? Hit. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Qui a pour thème les braqueurs. Dans Hit, ce sont de très bons braqueurs,
Mais moi, je vais vous dresser une liste des pires braqueurs de l'histoire. Certains braquages ont vraiment eu lieu, d'autres non. C'est à vous de deviner si ce que je dis est vrai ou pas. Ah, c'est un bon jeu, ça. Ouais, donc il va y avoir 5 braquages. Vous me dites si ça a existé ce braquage ou pas, d'accord? Putain, les gars, j'avais fait des recherches, moi, parce que j'avais fait un des premiers sketchs, c'était des braquages des escrimeurs qui ont braqué des banques. Ah, donc t'as peut-être des Donc petites j'avais regardé des trucs de merde. Ah ouais, attends, mais il y avait des trucs super. Il peut peut-être gagner ce quiz à part. Mon premier braquage se déroule dans le Connecticut. C'est plausible. C'est vrai. Tu sais Il y a pas si des je banques. bluffe ou Il pas, y a des là. banques. Il y a des banques. J'ai une résidence secondaire. Un là-bas. homme nommé Martin Vinalda entre dans une banque, cagoulé, Non, Martin sort son Vinalda. fusil et demande à la guichetière de lui remplir son sac. Cette dernière s'exécute avant de reconnaître la voix du gars. Eh mais attends, Martin, c'est toi? Il s'avère que Martin, c'est tout simplement son ex. La meuf l'enchaîne alors de questions, le type panique et prend la fuite avant de se faire attraper par la police. Il s'agissait bien là de son ex. Alors à votre avis, est-ce que ce braquage a vraiment existé? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un boulot, c'est tout. C'est vrai. Ce braquage a existé? Oui. Vinalda. Eh bien c'est faux, je suis scénariste, écoutez. Vous êtes tombé dans le panneau. Bah oui, vous êtes tombé dans le panneau. Attends, Putain, c'est quoi quoi l'histoire? Vinalda? C'est quoi le Martin Vinalda. Cosmos, on a un scénariste. Vinalda. Vinalda, c'était... Vinalda, pourquoi t'as inventé Vinalda? C'est un joueur de l'équipe de foot des États-Unis de la Coupe du Monde 94. Ah, t'es foot, toi. Toi, t'es très foot. Ouais, je suis foot. Il a voulu me vanner par Ouais. texto en fait. Ah, Martin qu'en plus, je Vinalda, me suis je me suis arrêté en disant Vinalda, c'est putain. fait. Vinalda. Moi, C'est je à me la suis fois dit, c'est bien mort, et il pas aurait jamais bien, inventé. Gio. Ouais. Bravo. Oui, Bat aussi, fan de foot, Girondin de Bordeaux. Ouais, Ah, je pardon. m'exprimerai pas. Sorry for that. Ah, là, il y a un braquage en ce moment, la Ouais, DNCG. il y a un bon Oui, mal ça va passé. vraiment aller en national ou pas? Non? Petite parenthèse football. Apparemment. C'est là, il est pas bien. Je ne reconnais plus ce club. Mes copains sont écartés. J'ai un copain qui s'est fait virer. J'ai un autre dans un loft. J'ai un autre qui s'est fait traiter de raciste. Tout est parti en sucette, gars. Donc, écoute. Figure-toi que ce matin, j'ai reçu un maillot des Girondins de Bordeaux What? que j'avais commandé sur eBay avec le sponsor Panzani, Zidane. Ah Paul ouais, Zidane. Zidane, bien sûr. Et avec le V là, comme ça. Le scapulaire, Le bien sûr. scapulaire. Ouais. Maillot très rare, voilà. Ça te fait plaisir cette anecdote? Oui, je l'ai aussi, bah, ça me fait plaisir. Alors, C'est les beaux maillots. deuxième braquage, on va voir si c'est vrai ou pas. Putain, mais merde, Martin, c'est toi, je trouvais ça bien. Ouais, c'est bien, bravo. Voici maintenant l'histoire de Matthew McNally et de Joey Miller. Oui. Matthew Miller. Ces deux types préparent depuis quelques jours un braquage, mais le jour J, ils se rendent compte qu'ils ont oublié d'acheter des cagoules. Alors en plan B, ils décident de prendre un marqueur et de se dessiner le visage en noir. Et sur une blackface? Oh la vache, Oh les non. enculés. Marqueur indélébile, je le précise. Ils se feront donc, bien évidemment, choper le jour J, vrai ou faux? Non, ça c'est vrai. Ils sont coloriés la Ils avaient gueule un en noir. marqueur indélébile. Alors, il n'y a plus de cagoule, et donc ils se sont dessinés le visage en noir Putain, pour c'est pas se faire vraiment une reconnaître. époque, c'est vraiment une ville qui se fait beaucoup braquer. Quand tu travailles dans un magasin, on n'a plus de cagoule. Quoi? Soit t'es aux Deux Alpes et t'es en pleine station de ski, soit t'es vraiment dans une ville qui se fait beaucoup braquer. Ah putain, un feutre indélébile, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je je dis vais vrai, dire je oui, dis vrai. vrai. Ouais, est-ce que t'as dû voir la photo des gars pris en photo au commissariat avec la gueule toute rouge? Ouais. J'ai essayé d'effacer le marqueur et c'est pas parti. C'est aux États-Unis ou pas? Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai vrai. ou faux? États-Unis. États-Unis, ouais. Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, on peut voir effectivement la photo où ils ont plein de marqueurs comme des débiles Quelle sur la bande de gueule. cons. C'est très drôle, vous tapez C'est Joey fou de Miller faire et je ça. sais plus quoi, et ouais, c'est incroyable. Et en plus, ils ont dû se faire accuser de blackface aussi par la même occasion. Donc, Bah, bien sûr. alors qu'ils ont rien demandé, quoi. C'était pas une blackface, tu vois. C'était en quelle année ça? J'ai pas l'info, figure-toi. Ah ouais. Bravo. J'espère pour eux que c'était avant le sketch de l'Africain de Michel Leb. J'ai un troisième braquage. Ok. Oui. Partons maintenant dans l'Ohio. État dans lequel Ray Mitchell décide de braquer une station-service. Il fait le plein, prend quelques bonbons, 2-3 paquets de gâteaux, puis il sort son flingue en demandant la caisse. La meuf au comptoir s'exécute, mais là d'un coup on entend une voix dans la boutique qui dit Roy, baisse ce pistolet tout de suite. Il ne s'agit pas de la police, mais de la maman de Roy Mitchell, qui se trouvait là et qui a vu toute la scène. Après s'être fait gronder, ce dernier a pris la fuite avant d'être jugé un mois plus tard. Alors je pense que t'as vu cette histoire-là, du coup ça t'a inspiré l'autre et tu l'as mise en 1. T'es Roy- inspiré de ce truc. Roy Mitchell, c'est vrai ou c'est Moi, pas j'y vrai? crois, Roy Mitchell, c'est pas mal. Ouais, la mère. Tu dis quoi toi? Je dis oui. Ouais, Bah, tu vas bien retirer. L'Ohio, sa mère, elle est à la station-service. T'as les bonbons, ouais. Ils ont des bonbons total aux States. Ouais. Ils ont pas de bonbons gratos. Non, je pense qu'il faut tout payer là-bas. Faut tout payer là-bas. Hmm. Non, mais il a pas dit des bonbons gratos. Il a dit il a pris Ouais, des non, bonbons il prend des gratos. bonbons, machin, à puis l'arrache. après il... Non, mais je pense que t'as vu ça et ça t'a inspiré l'histoire. Alors pas du tout, figure-toi. Parce que moi je suis un peu dans le plagiat, fais gaffe, hein, j'ai une chaîne qui est en stand-by. Qui est en stand-by. Voilà. Je reprends un peu de bande passante. Et, ouais, non, je pense que c'est faux. D'accord. Rien.
Moi, je pense que c'est vrai, et c'est un univers avec Arrête ou ma mère va tirer qui a été repris par Schwarzenegger. Eh bien, c'est vrai, figurez-vous. Il y avait vraiment sa mère qui était là et qui lui a dit qu'est-ce que tu fais ? Et puis il s'est fait gronder, et puis il est parti, quoi. Mais du coup, t'as quand même des problèmes avec la justice, du coup. Bien sûr. T'as quand même commencé un braquage. T'as commencé un braquage, donc t'as des problèmes avec la justice, bien évidemment. Avant-dernière, arrive ce moment où je vous raconte l'histoire de Troy Campbell. Ah bah, En 2019, ce jeune homme... Troy Campbell, non. Comment ? Troy Campbell, non. Ah, t'as perdu les gens. Troy Campbell, non. Troy Campbell, Troy Campbell. Troy, c'est un prénom qui n'existe pas, et Campbell, c'est un nom de famille. C'est le frère de Troy Naomi. Campbell. Je dis faux au nom. Ça me régale que vous dites faux maintenant. C'est le frère de Naomi. Arrive ce moment où je vous raconte l'histoire de Troy Campbell. En 2019, ce jeune homme de 22 ans prépare depuis des semaines un braquage dans une petite banque locale de la ville de Pinedale dans le Wyoming. Le jour J, il débarque, ouvre la porte et crie « Tout le monde à terre, c'est un hold-up ». Sauf que le type s'est trompé de porte et a crié ça chez le cordonnier juste à côté de la banque. Quoi ? Troy Campbell. Il s'est trompé de porte. Non, j'y crois pas. Troy Campbell, Il s'est c'est trompé un de porte. Faux. Qui n'est pas entré dans la bonne porte. C'est faux. Ah ouais ? Ouais, Mais il y a Ouais, quand même le cordonnier, il faut aller le chercher celui-là. Quand même. c'est faux. Dans la petite ville de si t'es client de si t'es Pinedale dans le client- Wyoming. Ouais. Si t'es c'est client de la faux. cordonnerie, tu peux faire une très bonne vanne. Enfin, Oui. une très bonne vanne sur le moment. C'est un braquage. On est chez le cordonnier. Mais de quoi il smell, celui-ci? Tu vas faire ça. Ah, tu vois, tu le fais. Tu appuies le smell. Tu peux avoir un petit rire. Non, je pense que c'est. Non, t'as expiré en disant le Troy Campbell. Tu t'es trahi, gars. Très bien. Aurélien ? Moi, c'est cordonnier. En fait, ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, Ah si, il y a des cordonniers aux États-Unis, figure-toi. j'y Quoi, crois pas. il répare pas le Non, chaussure aux bah, États-Unis? c'est faux, vas-y. Ouais, c'est faux, ouais, c'est faux. C'est faux, ouais, voilà, bon. Allez, C'est Pinocchio. faux. Troy Campbell. Oui, celui avec Troy Troy Campbell. Campbell, c'est David Dupont. Enfin, ça n'existe pas. Il y a un truc nul. Troy Campbell. Troy Campbell. Quoi, Troy Campbell. Mais c'est un bon nom de héros nul. Troy Campbell. Ça fait Topper Harley. C'est Troy Campbell. Très bien, dernier. Dernier braquage, celui effectué par John Morgan. J'ai pas compris ce qui s'est passé après. John Morgan. John Morgan. Et là, pour une fois, tout se passe très bien. Le type entre dans la banque, passe une note écrite à la guichetière, lui demande de remplir le sac et s'enfuit avec un max de thunes, tel un grand professionnel. Le type est donc méga fier de ce hold-up. Si fier qu'il décide d'en faire un post sur Instagram. Oh. On peut donc le voir en photo, une grosse liasse à la main, en train de se vanter d'avoir braqué une Ouais, banque. ça c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. John Morgan, C'est vrai, C'était ça. où? Tu sais pas où c'est? dans le Wyoming. Dans le Wyoming. C'est vrai ça. C'est comme sur celui d'avant. Non, ça C'est c'est dans un le fou. Wyoming. Ça c'est vrai ça. Ça, c'est vrai, ça? Je crois que je l'avais vu passer ce truc-là. Ouais, Bat. Je crois qu'il Ouais, s'était fait Instagram. gauler avec Instagram. Ouais. Il y a un connard comme ça qui a fait ça. Ouais. Je crois que c'est vrai. Aurélien? Oui. Eh bien, c'est vrai, bravo Ouais, les ouais, gars. ouais, En fait, on le voit sur la photo, il est en train de bouffer une grosse liasse comme ça en disant j'ai réussi et tout. Ouais, Quel blanc. ça fait choper. Quel abruti. C'est pas possible. Quand t'as une chaîne anonyme, tu peux dire que t'es tranquille. Tu peux en poster des trucs. Voilà, donc pour les pires braqueurs, bravo les gars, vous avez été bons. Hein. Ouais. Juste Troy Campbell. Troy Campbell, je me suis Quel foiré. enfer. Alors Aurélien, il ne t'a pas échappé qu'un hit 2 est en préparation, C'est vrai. mais en livre pour l'instant. Ouais. Et ça arrive parfois qu'une suite d'un film culte arrive d'abord sous forme de bouquin. Tout à fait. Et pour le coup, pour faire un petit pitch de ce que va être Hit 2, qui donc va sortir en août 2022. Ouais. Écrit par Michael Mann en co-working avec une dame dont je n'ai pas noté le nom. Véro, elle s'appelle Véro. Véro. Ouais, tout à fait, c'est Véro. Véro Campbell. A priori, ce serait un préquel où on entendrait donc parler des deux personnages principaux, Neil et je me rappelle plus du blaze de Pacino. Bref, il y aura Vincent Hanna. Vincent, tout Hanna. à fait. Il y aura aussi ce qui se passe le lendemain même de la fin du film, mélangé avec des choses dans le futur. Donc ça a l'air d'être très compliqué. Alors essayons de ne là. pas spoiler la fin de Hit 1 pour ceux qui l'ont jamais vu. C'est pour ça que je ne dis rien. Ok, d'accord. Je dis juste que ça part avec Val Kilmer, le personnage qui est tenu par Val Kilmer, qui va vraiment être sur les premiers jours juste après la fin du film. Et après, il y aura un mélange avec du préquel où on reprendra les personnages de tout le film, on apprendra un peu leur histoire personnelle. Et en même temps, apparemment, un nouveau braquage qui se passerait en 20 ans après, quoi. Donc, vu que l'histoire se passe en 1995, en 2015. Voilà. Tout ça, ce qui pourrait donc pas annoncer. Qui va Je acheter? suis pas chaud. Ah, moi je suis chaud, moi. Vu que c'est écrit par Michael Mann, je suis chaud. Est-ce Et- que Baptiste, tu comptes l'acheter le livre? Je vais l'acheter évidemment, mais je trouve ça moins clair que Once Upon a Time in Hollywood, qui était vachement plus clair. Ouais. Le bouquin de Tarantino, c'était quand même beaucoup plus simple. Hein.
Là, t'as des flashbacks, de ce que j'avais vu passer, parce que t'avais tout le temps la photo d'Al Pacino et de Timothée Chalamet, là. Ouais. Je pensais que c'était avant. Je pensais que ça ne se situait qu'avant, en fait. Non, c'est-à-dire que la plupart des personnages qu'on a vus dans le film, on apprendra plutôt leur histoire avant, mais ça sera mélangé avec surtout le personnage de Chris, de Val Kilmer, qui lui cherche à fuir Los Angeles. Bah ouais, c'est tellement triste, il peut pas voir sa meuf. Ouais, c'est un peu la merde. Et après, apparemment, Le signal. durant plusieurs années, on verra aussi sa progression en Amérique du Sud auprès des cartels internationaux. Ah, il va dans un cartel. Apparemment. Et donc on suit pas mal sa vie et on va là-bas et en même temps en parallèle on fait des allers-retours en 1989 qui est donc plus ou moins le moment où il avait tourné LA Takeover. C'est là où ça devient un peu compliqué dans les histoires. Époque durant laquelle Vincent Hanna est encore policier à Chicago. Donc vraiment partout. C'est compliqué, j'ai l'impression. Et donc, comme disait Baptiste, récemment, il y a eu une interview de Pacino qui a dit je vois bien Timothée Chalamet pour reprendre mon rôle s'il y avait une suite au ciné. Voilà, si jamais, là vu que c'est Michael Mann quand même qui signe le livre, potentiellement il pourrait s'en servir de scénario pour en faire un film. Mais pour l'instant il a rien dit, pour l'instant ça sera juste un bouquin. Et j'apprends qu'en même temps il a monté une maison d'édition avec Harper, Michael Mann Édition, dans lequel il est censé sortir des polars, des fois des suites, des fois des histoires. Mais il y a des films comme ça, on a envie qu'ils restent uniques, tu vois, des films comme Hit. Ouais. Ouais, là c'est bizarre en plus quand c'est 20 ans après. Mais en même temps on a aussi des bonnes surprises. Par exemple Top Gun. C'est vrai. Comment ils font pour Val Kilmer pour faire le lendemain? Bah on a dit qu'on spoilait pas. Non, il pour dit s'il y avait un film. Ah ouais. Bah là c'est foutu, ils seront obligés de faire un nouveau personnage. Oui, voilà. Ouais. Ce qu'il dit, ce qu'il peut faire le préquel, son personnage dès le tout à lendemain. fait. Mais ouais. du coup, bah lui il a vieilli quand même. Ouais, là puis il parle plus. Il parle plus donc. Mais je pense qu'ils vont surtout faire la partie préquel à mon avis où ils vont raconter une histoire. Elle est tellement bien leur scène dans Top Gun 2. Qu'est-ce que c'est moi. J'avoue j'ai versé la petite larme. Ouais, moi aussi j'ai pleuré. Justement, on en parlait dans le podcast avec Jérôme, et on se disait que. C'est Jérôme qui? Jérôme Niel. C'est un connard, lui. Ah ouais? T'as une petite info sur lui à nous balancer? Ouais, il chie dans les oreilles des chiots. Ok. Bah tous les mardis. Bah, tu vois, je l'aimais bien maintenant. Métro Fédère Chély. Ok. À 33 stations les 6. C'est saisissant, hein, vraiment, n'y allez pas. Banksy a gueulé. Il y a un scandale qui va sortir. Voilà. C'est un gros chieur. C'est un gros chieur dans les oreilles des chiens. En gros, on se disait que les scènes comme ça avec Val Kilmer étaient vraiment bien gérées au niveau de l'émotion. Tu vois, ils avaient bien géré le truc. Ah non, mais c'est incroyable. Comment c'est fait? Au début, tu te dis putain, c'est un peu kitsch le truc de texto, les gars, parce qu'on a tous vu le doc, on sait. Mais putain, quand il se rend compte, c'est tellement bien. Puis Tom Cruise, il a tellement il sort tellement de trucs. C'est tellement beau ce que ça raconte. Moi, je suis un fan de Tom Cruise. Hein, j'adore la réplique. Scientologue, machin, c'est un sale gars et tout. Il y a pas de problème. Mais bon, moi, je paye ma place. Je suis jamais déçu par Tom Cruise. J'adore la réplique de fin quand il dit, quand Val Kilmer dit, j'ai une dernière question pour toi. C'était qui le meilleur pilote? Et il dit on passe un bon moment, ne le gâchons pas. Ouais, c'est une très bonne façon de finir le truc. Quoi. Très très beau. Donc ouais, Hit 2, mais finalement il n'y a pas que Hit qui parfois a des suites en livre. J'ai pour vous 3 exemples de livres qui sont sortis, mais qui ne sont pas qui sont des suites en fait en livre de films, mais qui n'ont jamais été adaptés en film. Et vous allez très bien comprendre pourquoi, c'est parce que souvent les livres sont un peu éclataxes. Le premier donc qui est une suite en livre, mais qui n'a pas été adapté, c'est Forrest Gump. Oh, chiasse. Donc l'auteur du livre, parce qu'à la base Forrest Gump c'est un livre qui est sorti dans les années 80, qui a été adapté par Robert Zemeckis. Ouais, c'est vraiment un livre. Putain, dans lequel tout est expliqué. Oui, il y a pas mal de différences. Mais par contre, le bouquin, lui, a été écrit après le succès du livre. Donc en 95, il sort. Donc vraiment pour un peu surfer sur le truc. Comme les crevettes Bubba Gump. Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est que la première phrase que tu lis dans le livre, c'est genre une phrase soi-disant citée de Forrest Gump qui dit « Ne laissez jamais personne adapter votre vie au cinéma ». Ce qui est un peu fou parce que bref. Et la deuxième phrase, c'est « Mettez des semelles orthopédiques ». C'est exactement ça. Sinon vous avez des défauts de colonne vertébrale. C'est toi qui as écrit ce livre en fait. C'est moi qui ai écrit. Quel enfer de faire une suite à Forrest Gump, c'est horrible, gars. En fait, cette suite suit le héros vraiment après le film, donc après son bouquin. Ça commence à partir des années 80 et ça va jusqu'au début des années 2000. Dans le bouquin, c'était là où il s'était arrêté. Voilà. Et donc, il continue à faire les mêmes trucs. Il rencontre Ronald Reagan, il rencontre Saddam Hussein, il fait la guerre du Golfe, et il rencontre Tom Hanks. Ah oui, c'est vrai. Il y a toute une partie où il rencontre un jeune premier qui vient de tourner dans Big. Et il raconte toute une histoire où il y a... Enfin, c'est méta, tu vois. Voilà.
Et il s'implique. Lance-flamme dans la maison d'édition. Et il s'implique comme d'habitude dans les événements, etc. Et là, le gros événement, c'est la chute du mur de Berlin. Donc il y a un grand passage sur avec la David chute du mur. Hasselhoff. Je crois, il a une veste qui s'allume de tous les sens. Ah oui, c'est vrai qu'il avait chanté devant le mur de Berlin. Ouais, c'est vrai. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a aussi toute une partie où il insiste sur sa relation avec son fils qui est rejeté comme lui par ses camarades, élèves, etc. Et donc maintenant qu'il est devenu son père, bref. Voilà. Et en fait, mais alors je confonds en fait parce que dans le 1, je pensais que c'était dans le 2, mais en fait dans le 1, dans le livre Forrest Gump 1, il est astronaute et il détient les parts de c'est le président de Coca en fait. Oui, bah ça c'est ce qu'ils ont zappé dans le. Ouais, en fait dans le livre de Forrest Gump 1. Il devient astronaute. Il a créé Coca. Mais ça ils l'ont pas mis dans le film en fait. Trop, gars. Oui, c'était too much. Mais ça, les crevettes Boubagan, c'est très bien. C'est des crevettes, c'est très bien. Et Coca, il fait de la pub pour du ping-pong et c'est très bien déjà. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ce qui est fou, c'est que en fait, ils ont voulu en faire un film à un moment. À la fin des années 90, il y a Eric Roth qui a rendu au studio et à Robert Zemeckis un scénario qui était totalement basé sur ce livre et qui devait vraiment être une suite de la vie de Forrest Gump et qui devait potentiellement s'appeler Forrest Gump 2. Petit problème, ce scénario a été livré au studio et à Robert Zemeckis le 10 septembre 2001. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il y a eu le 11 septembre. Et les mecs se sont appelés en disant écoute, je vais pas lire le scénario, faire Forrest Gump dans cet univers, c'est juste plus possible de mettre un personnage qui est censé être là c'est foutu, et donc ils l'ont mis à la poubelle et ils le feront ils l'ont mis, il ne sortira jamais. Mais c'est quoi les retombées du bouquin? Il a marché beaucoup moins. Là ils disent par exemple que le scénariste, lui, il avait pas mal organisé le scénario autour de la carrière de danseur de salon de Forrest Gump, c'est bon, où il était censé danser avec la princesse Diana. C'est fou quand même que dans tout ce que t'as énoncé, il n'y a pas une bonne idée, il n'y a pas un truc qu'on a dit ça c'est pas mal. A priori, il se serait retrouvé à l'arrière de la Ford Bronco d'O.J. Simpson, et c'est pour ça qu'O.J. Simpson des fois s'arrêtait, c'est parce qu'il discutait avec Forrest Gump qui était sur la banquette arrière. C'est ouf. En vrai, c'est marrant ça. Et donc voilà, et donc finalement, il n'y a pas eu. C'est marrant, tellement c'est nul. Il n'y a pas eu de suite pour Forrest Gump, et tant mieux. Est-ce que vous auriez voulu voir Forrest Gump? Jamais de la vie, c'est un sur la banquette arrière. O.J. Simpson innocent. Ça y est, ça recommence. Les gants, avec d'être fit, moi aussi, je peux grossir des mains, ça va très vite. Comment tu grossis les mains, gars? Je sais pas, tu gonfles, tu les mets dans tes poches pendant 5 minutes, tu les ressors, elles sont gonflées, tu peux plus mettre de gants. Moi j'ai jamais, non, je crois pas, non. Un petit problème de circulation, non? Beaucoup de problèmes de circulation, mais ça se permet, tu mets un garrot. Merci Hidalgo. Tu mets un garrot et c'est bon. C'est vrai que c'est Hidalgo. Deuxième film qui a une suite en livre officielle, quasiment. Quel enfer. Mais qui n'est jamais sorti en film, en adaptation filmée, c'est E.T. E.T., il y a un bouquin qui est sorti bien des années après la sortie du film qui s'appelle The Book of the Green Planet, et c'est le retour d'E.T. sur sa planète, dans laquelle on apprend énormément de détails sur la vie d'E.T. C'est vraiment centré sur lui. On apprend par exemple que E.T. a 10 millions d'années en fait. Mais je crois qu'on apprend qu'il a pas de sexe, je crois. On apprend qu'il a pas de sexe, on apprend que il a 10 millions d'années, qu'il y a tout un écosystème sur sa planète verte. C'est vraiment complètement catastrophique, et surtout il arrive là-bas et il se fait shamer de ouf en fait. Là-bas ils ont détesté ce qu'il a fait sur Terre, parce qu'ils disent ils nous ont repérés, tu nous as foutu dans la merde, donc ils le détestent. Donc tout le bouquin est basé sur le fait que E.T. est une merde sur sa planète. Genre il y a un perso, la Pascal Pro, mais en E.T. qui dit vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, du mal que vous avez fait, c'est incroyable. C'est fou. Wow. Tout le bouquin est là-dessus, et en même temps il a quelques contacts, et dans le livre on voit Elliot grandir, et donc ça se base sur l'adolescence et la puberté d'Elliot en même temps qui discutent. Wow. Et donc à un moment ils arrivent à rentrer en connexion, on ne sait pas trop quoi, et la mission du film c'est que E.T. retourne sur Terre, parce qu'il faut toujours qu'il se barre le frère, pour retrouver Elliot. Et ce qui est incroyable, c'est que le bouquin s'arrête sur un cliffhanger où E.T. a un problème avec son vaisseau en plein milieu de l'espace, et on ne saura jamais s'il a rejoint la planète Terre ou s'il est juste mort dans l'espace. Parce qu'il n'y a jamais eu de suite à ce bouquin. Ce qui est fort, c'est qu'au début ils avaient mis sur une idée originale de Steven Spielberg. Steven Spielberg a dit qu'il n'avait jamais été associé à aucun truc. C'est soi-disant non officiel, et ça n'a jamais abouti à un scénario. C'est le cher William Conrad
Winkel qui a écrit ce livre. On ne sait pas trop comment il a réussi à avoir les droits. Et à l'époque, il y avait pas mal d'attractions dans les parcs qui étaient E.T. En fait, ça avait été assez bordélique. E.T. c'était tellement énorme que Spielberg avait du mal à garder les droits sur tout ce qui sortait. Il y avait des fois d'ailleurs, une des extraterrestres. plus vieilles, En fait, tu peux pas mettre de trademark dessus. Donc il y avait des gens, des fois, ils sortaient des trucs qui avaient rien à voir avec vraiment E.T. quoi. En fait, une des plus vieilles attractions, d'ailleurs, la plus vieille attraction de Universal Studios, c'est E.T. Et dans E.T., tu peux justement visiter la planète d'E.T. voilà. En fait, tu vas dans ce monde-là et c'est vrai que c'est un monde, comme tu l'as décrit dans le truc. Ouais, un peu n'importe quoi. C'est une planète verte. Ambiance Avatar, un peu, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Ils avaient inventé un peu ça. Donc là, il avait décrit tous ces trucs, mais il y avait quand même des choses qui étaient. Ça allait loin. C'est fou de voir les histoires comme ça fou, peut être génial et tirer vers de la merde. C'est fou. Hein. Incroyable. Beaucoup de films d'animation de Disney sont tirés de livres. Il y a bien sûr le livre de la jungle de Kipling. Il y a d'ailleurs eu une suite au livre de la jungle qui n'est pas celle qui a été adaptée par Disney dans le livre de la jungle 2. Mais il y a surtout un bouquin qui était énorme à sa sortie. C'est Les 101 Dalmatiens. À la base, c'est un livre. Ah ouais? Ouais. Qui est anglais ou américain, en tout cas anglo-saxon, qui a cartonné en littérature de jeunesse. Et derrière, la personne qui a sorti ce livre, je suis très nul en nom, hein, je les ai pas notés. Attends, ton collègue, il est bon en nom, il va t'en trouver un comme ça. Troy Campbell. Pas mal. Troy Campbell a sorti Les 101 Dalmatiens et lui, il a sorti une suite déjà, même avant que le film sorte, etc. Il avait déjà écrit une suite, la suite des 101 Dalmatiens. Donc c'est les 102? Non. Ça, c'est pas le film inspiré avec Gérard Depardieu? Exactement pas. Justement, derrière, ils ont fait énormément de suites, énormément de séquelles chez Disney. Rien à voir avec l'histoire originale de la suite des 101 Dalmatiens par l'auteur original, en fait, qui est complètement folle. Donc c'est une suite, mais ça n'a rien à voir avec les Dalmatiens? Si, c'est le titre, c'est The Starlight Barking. En français, ça s'appelle La Grande Nuit des Dalmatiens. C'est la vraie suite des 101 Dalmatiens. On reprend les 101 Dalmatiens qui sont dans la maison de Cruella, dans son manoir, ils sont en train de vivre leur truc. Et en fait, dans le bouquin, ça part en fantastique total. Les Dalmatiens découvrent qu'en fait, ils ont un pouvoir qui peuvent se parler entre chiens dans le monde entier à des milliers de kilomètres. Bah ouais, c'est une scène où ils appellent à l'aide. C'est dans le 101 Dalmatien, tu sais, quand ils sont enfermés, ils aboient et ça sauf que là, ils aboient, donc ça va. Ouais. Là, ils découvrent qu'en fait, ils ont un pouvoir genre la télépathie. Exactement. Et qu'ils arrivent à se parler par télépathie. Et ils découvrent qu'ils ont une sorte d'aura qui sort de leur corps et qui leur permet de rentrer en contact avec les êtres. Ça, c'est un livre qui a été écrit, ça. Écrit. Attends, c'est pas tout. Ce n'est que le début. J'ai réfléchi à un nom pour ton auteur. Marcus Dixon. Parfait, c'est bien. C'est bien comme ça. Marcus putain, il communique en télépathie. Marcus Dixon arrive à parler avec de la télépathie et il découvre au bout d'un moment que tout ce phénomène a été créé par une personne qui vient d'arriver à Londres, à Trafalgar Square. C'est Sirius. Et Sirius North. C'est un chien extraterrestre. Un chien extraterrestre qui vient de l'étoile du chien. L'étoile du chien qui existe. Ils sont pas fait chier. C'est l'étoile du chien. J'ai l'impression d'être défoncé, mec. Écoute bien. Et Sirius, catastrophe. Il débarque, et il parle à tous les chiens en même temps, donc surtout aux Dalmatiens. Il leur dit sur mon étoile, qui est l'étoile du chien, où ça se passe bien, je m'emmerde. Je suis seul. Venez. Et en gros, toute l'histoire du bouquin, c'est Sirius qui essaye d'emmener la plus grande partie des chiens sur l'étoile du chien parce qu'il dit attention, il va y avoir une catastrophe nucléaire et genre le monde va disparaître. Quoi ? Les chiens, venez. Et tu utilises le terme catastrophe nucléaire ? Oui. Au moment de Cruella où il fait du piano jazz là, c'est un auteur de musique de jingle de pub là. Eh ben exactement. Oh, quel enfer. Et donc c'est exactement ce que j'ai écrit. Voilà, Sirius il s'emmerde. Venez tous sur l'étoile du chien parce qu'il va y avoir une apocalypse nucléaire. Bref. Le frérot, il a pété les plombs et ce bouquin n'a jamais été adapté, mais vous pouvez le lire. Mais il existe en français. Ouais. Wow. Et c'est un succès de librairie. Enfin, c'est vraiment la vraie suite des 101 Dalmatiens, qui a moins marché que les 101 Dalmatiens. J'imagine, oui. Mais qui a marché quand même. Parce que à chaque fois que tu lis les critiques, c'est très bonne lecture de la psychologie des animaux et des chiens. Je sais pas comment ils peuvent savoir ce qui se passe dans leur tête, mais apparemment, à l'époque, ça avait cartonné. Et ben, je comprends pourquoi Jérôme Niel, il leur chie dans les oreilles. Hein. Tous les mardis, au métro Fédère chez Ligny, je tiens à le dire. Voilà, c'était les 3 bouquins qui seront à mon avis jamais adaptés. T'as l'impression que c'est non mais t'as l'impression que c'est une blague. Tu dis non, ils vont jamais retenir ça, c'est pas possible. Les maisons d'édition, et t'as des mecs qui galèrent à écrire des bons bouquins, ils disent non, on n'a pas été pris, et eux ils ont été pris là. Ouais.
L'étoile du chien. L'étoile du chien. Sirius. Ouais, non, mais elle existe vraiment, l'étoile du chien. Catastrophe C'est nucléaire. Canidis, je sais pas quoi. Bon, bref. Tu as déjà lu ces bouquins? Est-ce que Au t'en niveau as des lu termes. dans les bouquins? Bah, attends, moi je bosse pour mes chroniques. Ah ouais, J'ai lu tous les bouquins. J'ai là. pas dit que tu bossais pas. Je les ai tous lus. Vraiment. Ok. J'ai une bonne question pour vous. Ouais, C'est oh, quoi ça pour vous, va, là vas-y, branle-toi, gars. Parce que je suis un putain d'animateur, j'ai une bonne question pour vous. Je l'estime très bonne. C'est quoi pour vous la meilleure suite au cinéma? Bonne question. Ah, il y a cette scène dans Scream 2. C'est vrai. Génial. Ah, génial cette scène. Bat, est-ce qu'il y a une scène comme ça qui... Tu m'appelais Bat? Ouais, je me suis Oh, dit... la vache, vas-y, putain, mais allez. attendez, oh les gars, on va faire de l'acrobranche ou quoi ce week-end? J'ai l'impression qu'on est un peu copains. Attends, une bonne suite. Une suite comme ça qui te revient en tête. Ah, Retour vers le futur 2, c'est quand même Ouais, génial. Figurez-vous que j'ai tapé meilleure suite au cinéma sur Google. Terminator 2. Bah, Terminator, Ah, c'est ouais, ce que j'ai vu, ouais, évidemment. The T2 Dark est fou. Knight. Oui. Bah, ah oui, d'accord, oui, c'est la suite de Batman Begins. Oui, Le oui, Parrain ok. 2. Non, je suis pas d'accord. Mais si, bah attends, le Non, Parrain je suis 2. pas d'accord, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord, Il toi est pas d'accord. Bah, Je dis. Aliens. team Parrain 1, moi. Aliens. Aliens, Rien, je très l'adore. bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Très bonne suite. Voilà, Une journée en enfer, en vrai, c'est le 3, c'est pas vraiment une C'est suite. le 3, ouais. Ils disent n'importe Ah, quoi. c'est dans Flaubert cette qui m'a raconté ça. Normalement, Une journée en enfer, c'était le scénario de L'Arme Fatale. Ça devait être pour L'Arme Fatale. Et c'est vrai que c'est Shane Et Black. finalement, Ah ça oui. ne s'est pas fait. Et c'est pour ça qu'ils ont gardé le perso, le blanc, le black. Et que normalement, c'était Mel Gibson et Danny Glover qui pourchassaient un mec qui jouait à Simon Says. Et donc finalement, ça n'a pas été fait. Et ils ont filé ça à Bruce Willis. Ah, pas mal. Mais génial. Je savais pas Il ça. est bon le Flaubert. Stylé, Hein. stylé. Il est pas con. ce Il y a gars. une info qui est cool aussi, c'est que quand Mel Gibson a dit oui pour jouer dans le premier Arme Fatale, en fait, il était en concurrence avec Bruce Willis. Et au même moment, Mel Gibson et Bruce Willis étaient en concurrence pour Piège de cristal, en fait. C'est que dans une autre virtualité, il aurait pu y avoir Piège de cristal avec Mel Gibson et L'Arme Fatale avec Bruce Willis, en fait. Ouais. Au même moment, Ouais. ils se disputaient le rôle au même moment. C'est assez ouf. Ah, c'est pas du tout la même là. Ouais. Et L'Arme Fatale 1, il est noir. Hein. Il y a Ouais, plus- les Darkos. Et ils ont commencé à remettre un petit peu de blague et tout au Ouais, fur et à bon, mesure. bah, il- Dans Ouais. le 3, le Mais il 3 fait il est quand drôle. même, Mais le 2, il est encore ghetto. Hein. Il fait une roulette russe dans sa caravane, hein. Ouais, tout le début, C'est il méga est dark, fou, hein. il veut. Ouais, est mais fou, tu vois, ouais. Il se met le flingue dans la bouche. Ouais. Mais le ton du film, il change dans le 2 parce que la première scène après le générique, on voit Mel Gibson en train de crier dans une voiture après une course-poursuite et Ouais. tout. Et tu sais, il y a un truc un peu fou de OK, ça va être plus fun que le En 1. fait, le 2, il est archi cartoon. En plus, il y a Joe Pesci et tout. Là, je Ouais. dis ça parce que je viens de les revoir. Mais après, le 3, par contre, ça part vraiment en mode comédie. Ouais, Avec grave. René Rousseau et tout. Il dit, ah, t'as vu, elle est forte, ma Même meuf le et 4, tout. en vrai, Ah, avec, il met des patates. Avec quatre- l'arrivée le de quatre, il est Chris très bien. Rock. et Ouais, tout. avec Jet Li et tout. Enfin, il y a vraiment un délire. Ça y est, c'est comédie d'action. En plus, il y a eu les Rush Hour dans le même délire. Ouais. Donc, Chris Rock ça part doublé vraiment là-dedans. doublé par Lucien Jean-Baptiste. Ah ouais, Ah ouais, ouais. Ouais. Trop stylé. 5 6. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. Très bien, il est très bien ce film. C'est quand même très des fort. bons films. Tu vois, L'Arme Fatale 5, j'aurais bien voulu le voir. Ouais, moi aussi. J'avoue Alors, est-ce que tu connaissais le synopsis de Mais- début de L'Arme Fatale 5 ? En fait, j'avais lu une interview de Mel Gibson qui disait qu'ils avaient discuté avec Danny Glover et Richard Donner. Et en gros, le film, s'il avait dû se faire, aurait commencé comme ça. C'est Mel Gibson et Danny Glover qui sont plus flics, forcément, et qui font un road trip des États-Unis dans une caravane. Et là, il se passe un truc dans une petite ville. Et finalement, ils sont pas flics, mais ils reprennent du service pour. Stylé. Voilà l'histoire. Un peu western. Ça te plaît cette histoire ou pas ? Non, mais bof. C'était avant l'antisémitisme de Mel Gibson, peut-être. Peut-être ils se sont dit. Non, c'était après. C'était figure-toi. après, ah ouais. Après, ouais. Donc, Mais on peut parler de. Non, j'ai pas envie d'en parler. Ok, très bien. Et putain, Jonathan Cohen, il a des anecdotes folles avec Mel Gibson. Il a été chez Mel Gibson et tout, Jonathan Cohen, qui connaît très bien Nadia Fares, qui est très pote avec Mel Gibson. Et il a bouffé chez Mel Gibson. Il m'a raconté des anecdotes, mec. C'est fou. Putain, génial. Je Des pense- trucs complètement fous, gars. Genre l'épée de Brevard, c'est dans son salon, quoi. Pas mal. Et il lui a donné, il fait, You want it? Et il fait, oh, je peux tenir l'épée de Brevard? Et genre, il a l'épée de Brevard et tout. Et genre, il lui a montré une tête. Il a une fausse tête en silicone. Que Mel Gibson, il fait, ah, venez, je vais vous montrer un truc. Et il met une fausse tête. Il met une fausse tête sur sa gueule, comme ça, il fait, voilà, quand je veux sortir dans la rue et être tranquille, je mets ça. Et il a une tête de. C'est un moustachu avec une nuque longue. Et c'est impossible à reconnaître, gars. Il a une fausse tête pour sortir dans la rue. Putain, c'est ouf. Non mais c'est fou, gars. Ils ont tous ça Génial. apparemment, les mecs à Hollywood. Ils ont tous des Ah ouais fausses têtes comme ça. Ouais, Ils ont bien des sûr, pour fausses sortir. Oui, il a une fausse Après, tête. il l'enlève quand ils sont au resto. Genre, bah, c'est une blague, les gars. Mais il a Mais une c'est fausse c'est tête, grillé, gars. c'est grillé quand on voit ou pas ? Non, tu peux pas voir, c'est Ok. fou. Mais vous connaissez pas cette anecdote Ah non. où Mel Gibson. Non, mais l'anecdote, elle est géniale. Où Mel Gibson, il part, il est avec Nadia Fares, et Mel Gibson, il part en caisse, il part super vite. Je sais plus, il dit, ah, je reviens tout à l'heure. Ouah, il part, machin, et à un moment donné, il y a un accident, quoi. Et il va plus loin dans le lotissement, et la voiture, il y a de la fumée et tout. Il dit, merde. Et il a eu un accident, et donc il court, ils sont en panique. Et Mel Gibson, il est pas dans la voiture. Il y a eu un accident, et Jonathan, Nadia Fares dit à Jonathan, mais Jo, cherche-le. Et Jonathan, il est là, il fait, Mel,
Mel Gibson. Genre, il crie et il hallucine de dire Mel. Je suis là. Il fait un constat avec un gars. Il est en train de s'embrouiller avec un gars. C'est bon, ça, je suis parti un peu vite. Genre, il était complètement défoncé, complètement ouf. Puis il a fait des soirées folles, quoi. Putain, incroyable. Mais il est dans des états seconds. Genre, à un moment donné, il bouffe et il faut voir la tête de Jonathan, il le fait trop bien. Et il propose du sel à Mel Gibson. Il fait tu veux du sel pour la viande? Et Mel Gibson, il fait yeah. Genre il le regarde, tu vois, genre il considère le sel, il fait yeah. Et genre il invente une crème pour masser Nadia Fares. Il dit attends, j'ai créé une crème pour masser, c'est trop bien. Et il la masse et tout. Et il dit ça fait du bien. Et Nadia Fares, ouais c'est cool, elle est bien ta crème. Il fait, ouais. Et il se barre, et il crée des crèmes. Enfin, mais la vie de ce gars, c'est complètement taré. Hein. C'est lunaire, gars. Je pourrais écouter des anecdotes sur Mel Gibson pendant 1 heure. Ouais, non, mais c'est fou. Le gars, il a une aura, un aura de. On dit un ou une aura, je sais jamais. Je crois que c'est 1, non? Non, un aura. Bon, on s'en fout, sur Mel Gibson, il peut avoir les deux. On s'en fout, l'aura est non genré. Voilà, et non, mais ce gars est complètement dingo. Et je me souviens d'être un peu ému parce que j'étais enfant. Je me souviens, j'étais voir 2 films au cinéma avec mes parents. J'ai vu Les 3 Frères et L'Arme Fatale 4. Et Mission Impossible 2. J'en ai vu 3. Et il y a la scène où Mel Gibson, il court après Jet Li, tu sais. Et il veut sauter du toit. Et il n'arrive pas à l'avoir. Et il tombe dans la poubelle. Il fait putain. Avant, j'aurais pu l'avoir, mais maintenant, je l'ai pas. Et tu vois, il commence il dit t'es trop vieux pour ces conneries. Bah, ouais, je crois un peu. Et je trouvais ça. C'était la première fois que je voyais des héros au cinéma se dire bah, on vieillit un peu, gars. Ouais, c'est la fin. Ouais. Et ça m'avait touché en tant que gosse. Je me suis dit, putain, la vache, merde, mais oui, le compteur tourne, gars. Et donc, je m'étais dit, putain, je veux absolument voir L'Arme Fatale 5. Et j'ai toujours eu cette espérance d'avoir ce film-là. Et qui ne viendra jamais, malheureusement. Bah non, Richard est plus là. Moi, ça me fait grave chier parce que je suis toujours fan de gars qui sont call-out. C'est relou, non? C'est quoi call-out? Bah, tu sais, c'est quand ils ont un truc genre. Cancel. Là, Bah, lui, cancel. il est pas vraiment cancel. Mais bah, il était qu'à faire un peu L'Arme quand Fatale même. 5 avec Dieudonné et Mel Gibson. Puis on va à l'avant-première, on va rigoler. Il est cancel de ouf, tu sais qu'il y a encore Seth Rogen qui à chaque fois sur Twitter fait des vannes sur Mel Gibson, mais même pas des vannes premier degré, tu vois. Enfin des vannes second degré, vraiment des vannes premier degré en mode faut plus que ce gars il travaille, etc. C'est une des seules vannes qui a été refusée à Ricky Gervais au Golden Globes. Il avait raconté ça, il a dit la seule blague qu'on m'a refusée, parce qu'il dit voilà, j'ai écrit 10 jours avant, j'ai écrit les Golden Globes, et il dit avant de monter sur scène, une demi-heure avant, je fais tout lire à un avocat. Et il dit il y a une vanne seulement qu'on m'a enlevée, c'est il voulait arriver sur scène en Asie. Okay. Et il dit désolé, j'ai emprunté un costume à Mel Gibson qui était au plein milieu de la polémique, donc l'horaire aurait été colossal, gars. Mais il dit non, vous rentrez pas en Asie sur scène. Et il a dit bon ok, je le fais. Je pense que c'est même pas pour Mel Gibson, c'est pour lui des photos en Asie. Je pense mais tu sens qu'il y a une ambiance bizarre. Tu avais vu cette vidéo où Fincher, Brad Pitt et merde, putain, je suis fatigué les amis. Dans Fight Club, là, comment il s'appelle? Edward Norton. Ouais. Ils vont à une cérémonie qui est organisée par Mel Gibson où ils répondent aux critiques. Tu sais, ils lisent toutes les mauvaises critiques qu'il y a eu. Ouais. Et c'est Mel Gibson qui organise ça. Et il a un cigare, il arrive à cheval sur scène, enfin c'est n'importe quoi. Et Norton et Fincher, ils sont en train de retoucher le texte de leur discours, de ce qu'ils vont dire sur scène. Brad Pitt, il bouffe des chewing-gums, il est un peu dans son délire et tout, il a trop la classe. Et Mel Gibson, il arrive, il fait ok, bienvenue les gars, bienvenue. Et il y a Fincher qui est là, et Mel Gibson, il fait tu t'appelles David. Comment tu t'appelles David. Et tu vois que Fincher, tu vois, il l'évite un peu. Et Mel Gibson, tu te dis, bah, quand même, t'es Mel Gibson, tu sais qui est David Fincher, quoi. Et tu sens que Mel Gibson, il le cherche un peu du regard, genre, tu me reconnais Et ça m'avait fait vachement de peine. Parce que tu sens vraiment qu'il est mis un peu genre, ouais, bon, allez, on vient à ta cérémonie, c'est rigolo, mais j'ai pas non plus envie de. Ouais. Tu sens qu'il squeeze le bonjour, quoi. Mais il y avait eu un truc avec Robert Downey Jr. il y a quelques années où en gros il avait réhabilité Mel Gibson. Enfin, il avait tenté de le réhabiliter. Ouais. En mode c'est bien de le pardonner et tout ça, machin. Et tout mais ça. Mel Gibson, en plus, je trouve ça dur. Alors, les propos peuvent heurter, évidemment, mais lui, c'est vraiment en rapport avec la Bible. Lui, il y a vraiment une profonde croyance sur des écrits, sur l'histoire, sur ce qu'il veut raconter dans la Passion du Christ et tout. C'est pas juste un vulgaire truc comme il y a eu avec Dieudonné, tu vois. C'est pas juste les Juifs contrôlent tout et basta. Mel Gibson, tu sens que c'est un truc vraiment plus. Tu sens qu'il a été élevé comme ça, quoi. Donc il a ses croyances. Et après, ouais, je pense que la drogue et l'alcool ont fait qu'il a dû dire des saloperies. Mais c'est ça où je trouvais ça un peu dur. C'est que lui, vraiment, ok, il a ces croyances-là, mais basées sur quelque chose que lui croit sincère, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, en tant que fan, ce qui m'avait fait chier, c'est que c'est arrivé un moment où vraiment il sortait avec brio de sa carrière d'acteur. Et il avait entamé une carrière de réalisateur qui était brillante aussi. Il sortait de Braveheart, Apocalypto, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, il a quand même un Oscar de meilleur réalisateur, c'est quand même ouf. Ouais. Et à l'époque, tout le monde se dit, ce gars-là, maintenant, certes, c'est encore un acteur, mais c'est surtout le futur grand réalisateur d'Hollywood, quoi, tu vois.
Et justement, à ce moment-là, quand il y a eu cette histoire d'antisémitisme, fin quoi, terminé. Ouais. C'est juste Jodie Foster qui l'a ramené sur le devant de la scène avec le film. Avec la marionnette là. Exactement. Le truc sur Jeff Panaclock là. Mais même le. C'est un biopic de Jeff Panaclock, vous avez pas capté. Ouais. Mais et notamment le truc qu'il a dit, je me souviens que Jonathan lui a dit, c'est quoi le film qui t'a rapporté le plus d'argent? Il a dit La Passion du Christ. Ah ouais? Parce qu'il il est réalisateur, scénariste, et il est producteur. Gars. Et c'est vrai que ça avait cartonné ça. Non, mais il s'est fait un argent colossal. C'est colossal ce qu'il a gagné. Mais vraiment colossal. Et en fait, il est très pote avec Jason Statham, ou l'agent de Comme Jason par Statham. hasard. Je crois qu'il est très pote avec Attends, c'est l'agent. Nadia Fares est mariée avec l'agent de Jason Statham. Et je sais plus le triangle. Bon, je veux pas niquer les carrières des gars aux États-Unis parce que je sais qu'on a écouté vachement. mais il lui avait dit texto, c'est la Passion du Christ, gars. Passion du Christ, je suis blindé quoi. Mais vraiment, ça l'a mis sur orbite quoi. Et c'est un peu après qu'il s'est un peu lâché. Je pense qu'il a vu les virements, les Lydia arriver régulièrement. Il s'est dit attends, j'ai beaucoup d'argent. Je peux dire que telle communauté commence à pas me casser les couilles. Je pense qu'il a. Toi, tu te sens un peu pousser des ailes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non. Mais son dernier film de guerre, il était chaud. Hein. Non mais Braveheart, c'est incroyable. Même là, récemment, Tu ne tueras point, j'avais bien aimé. Ah, c'est ça? Ouais, je trouvais ça cool. Ouais. Je dis dernier film de guerre, mais c'était à ça que je pensais. Dis-moi, c'est Baptiste, super. Ouais, je vais te dire. est-ce que ça te ferait plaisir que je balance comme ça plusieurs anecdotes croustillantes sur le film Hit? Ah grave, alors, je suis chaud, je suis complètement chaud bouillant de ça. Écoute, je vais t'en balancer quelques-unes. Alors Troy Campbell. En début de podcast, je vous disais que Hit était d'abord un téléfilm intitulé LA Takedown, mais ce téléfilm devait être à la base une série. Hit aurait donc pu être une série dans la même ambiance que Miami Vice, car je le rappelle, Miami Vice, la série a été produite par Michael Mann. Voilà, on a tendance à l'oublier. Miami Vice, je l'ai jamais revu. Vous l'avez revu Miami Vice? Vous vous êtes dit j'ai envie de le remater? Figure pas que je l'ai en jamais vu Miami Vice. Et vous avez bien aimé? Moi je suis fan de Michael Mann, donc j'aime bien. Et en plus j'aimais bien la série originale. Et mais le téléfilm, enfin le premier épisode qui était sorti en mode téléfilm de Miami Vice, est mieux que le film. Mais le director's cut du film là avec Colin Farrell et tout, et Jamie Foxx, moi j'ai trouvé ça bien. D'accord. Si vous aimez bien Collateral, en vrai c'est pas mal. Hein. Non mais Collateral, je surkiffe. Ouais, alors c'est dans la même vibe. Hein. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes univers. C'est juste les personnages ils sont un peu moins creusés peut-être. C'est très vaporeux quoi. Mais moi je trouve que c'est un bon film quand même. Pardon, je t'ai coupé parce que je voulais me remettre, je voulais avoir votre avis d'expert sur Miami Vice. T'avais aimé toi? J'ai pas vu. Tu as pas vu? Je suis un expert. Votre avis d'expert, personne n'a vu. Figurez-vous que Hit est un peu une histoire vraie puisqu'elle s'inspire de l'inspecteur Chuck Adamson qui durant de longues années a traqué le braqueur Neil McCauley. D'ailleurs le perso de Robert De Niro s'appelle dans le film Neil McCauley. Ouais. Et ce qui est assez incroyable c'est que la scène du café où De Niro et Pacino se parlent, elle a vraiment existé. What? En fait, c'est ça qui est ouf. C'est fou. C'est qu'en gros, ce type, donc Chuck Adamson, qui était censé être le perso, enfin qui était le vrai gars que joue Al Pacino, il va au pressing, dans un pressing un jour, et il croise ce gars, Neil McCauley, qui est le braqueur, mais en tout cas, il n'a pas de preuve vraiment pour l'arrêter. Il sait que c'est le braqueur, mais comme dans le film, il peut rien faire. Et en gros, ils ont cette conversation dans le pressing où il lui dit. Gars, vraiment la même, où il lui dit gars, tu sais, un jour c'est toi qui vas tomber, maintenant peut-être que c'est toi qui vas tomber, etc. Et en fait, il lui propose de prendre un café. Donc ils vont prendre un café juste à côté du pressing et ils ont pratiquement la même conversation que dans le film, quoi. C'est génial. Et t'as l'inspecteur qui lui dit, en fait, le seul truc qui change du film, c'est que l'inspecteur dit au gars dans la vraie vie, il lui dit, tu peux pas juste te barrer de Chicago et me laisser tranquille en fait parce que tu me fais chier en fait dans mes enquêtes. Ça m'emmerde de ouf. Et il fait non, je me sens bien avec Chicago, donc je vais rester là et tout. Et après, c'est là qu'il y a encore une fois la réplique du film où il lui dit. Gars, un jour je vais te choper, et l'autre lui dit bah tu sais gars aussi je vais peut-être un jour te buter toi, donc attention, tu vois. Et c'est vraiment en fait cette scène a eu lieu vraiment, tu vois. C'est assez incroyable. Pour créer une transition avec Robert De Niro, sachez que c'est le premier à avoir dit oui à Michael Mann, en plus d'avoir convaincu par la suite Al Pacino de le rejoindre dans cette aventure. À la base Al Pacino était un peu réticent et c'est De Niro qui l'a convaincu en lui disant gars on pourrait avoir notre première scène ensemble, donc faut y aller. Et c'est comme ça que Pacino a dit oui pour jouer dans Hit. Afin de bien préparer les persos, Michael Mann emmena avec lui Robert De Niro, Val Kilmer et Tom Sizemore dans la prison de Folsom State afin de prendre le temps de discuter avec de vrais criminels et braqueurs, rencontre qui leur a permis d'affiner leur jeu. Et ce qui est drôle, c'est que cette prison, Folsom State, c'est la prison qui a accueilli pendant 2 ans Danny Trejo, t'en parlais tout à l'heure, parce que Danny Trejo, avant de faire du cinéma, était un criminel et avait fait de la prison dans dans ce même établissement. Ah ouais. En fait. Maintenant, il a une chaîne de tacos à Los Angeles. Ah ouais, tiens. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Des très gros tacos. Très gros tacos, ça s'appelle? Ouais, très rose, enfin très gros comme lui. Très rose. Ah oui, très rose tacos. D'accord. Dans une première version du script, le personnage interprété par Al Pacino était censé être un inspecteur accro à la cocaïne,
Sauf qu'à l'écran, on ne voit aucune scène nous montrant Pacino prendre de la coke. L'acteur a quand même décidé de baser son personnage en incorporant cet élément, raison pour laquelle il apparaît souvent ahuri et à bout de nerfs durant le film. Parce qu'en fait, son perso prend de la coke, sauf qu'on le voit jamais en fait. Mais ah oui, mais alors moi on m'avait dit que les scènes avaient été tournées, mais que ça avait été coupé. Bah alors figure-toi que c'est ce qu'on m'avait dit aussi. D'ailleurs, c'est Flo qui m'avait dit ça. Et en fait, Connard, lui. et en fait, je me suis renseigné et il y a un interview de Michael Mann et Pacino et en gros ils disent que voilà, c'était écrit comme ça, mais que Pacino a décidé de faire le perso du gars cocaïné, mais en fait il y a pas de scène où on voit. Et ils disent qu'en gros c'est mieux parce que ça aurait été chiant de montrer une scène où il prend de la coke. C'est mieux de le voir comme ça, quoi. Tu vois. C'est pour ça. Parce qu'elle a un cul de tête et t'as la tête dedans. C'est incroyable comment il s'énerve d'un coup. Là, génial, c'est légendaire. D'ailleurs, c'est fou parce que Hit, à chaque fois, c'est un film où je l'ai vu plein de fois et à chaque fois j'oublie que Nathalie Portman joue dedans. Ah ouais, c'est Ah, vrai. voilà, Ouais. regarde. Parce qu'elle a un rôle et je crois que c'est un an après. Léon, c'est 94, c'est ça? Oui. Bah c'est juste après. Léon, il y a même des scènes, une tension bizarre, hein. Oui, c'est vrai. Eh, non, Tension- mais c'est sa tension petite pédophile, sœur. Tension bizarre, hein. Ouais. Le petit ficus là qui pousse. Non, c'est tension bizarre. Mais bon, il est incroyable le perso du méchant. Qu'est-ce qu'il est fort. Gary Oldman. Bien Je évidemment. me rappelle toujours quand il se pète la nuque là en arrière en prenant Ouais. sa petite Quel tueur, pilule Gary là. Oldman. Quand j'étais petit, j'adorais. Quand il passait le petit rideau là. Ah oui. Il est Il y avait incroyable, d'autres Gary Oldman. Ouais. Je me permets de vous dire que la dernière info est folle. Ah. La dernière info est folle, mais vraiment. Vraiment. Oh là là. Est-ce que vous connaissez le Unabomber? Ouais, bien sûr. Théodore Kaczynski. Ouais. Ah, tu connais? Mais il y a une série sur lui. Exactement, Netflix. sur Netflix. Vous connaissez le Regardez-le, l'expert là dans le coin de la Ouais, pièce. Je suis un peu le Benjamin Castaldi de la bande, quoi. Théodore Kaczynski de Unabomber, un des plus gros terroristes américains, la chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI. Ce gars, c'est un ancien professeur de mathématiques qui a causé la mort de 23 personnes en disposant en tout 16 bombes à travers les États-Unis. Eh bien, figurez-vous que ce type a un lien avec Hit, puisqu'il a retardé le tournage de quelques jours à cause d'une alerte à la bombe à l'aéroport. Sans spoiler, il y a dans le film une scène importante sur le tarmac. Ah bon? Scène qui a donc pris plus de temps que prévu à cause de Théodore Kaczynski. Voilà. Elle était folle cette info ou pas? Elle était Bon, elle était folle, arrêtez là. Elle était Attends, zinzin. Théodore Kaczynski, mais il y a une série sur lui? C'est genre un docu Ouais, un Netflix, docu. un truc comme Non, ça? une série. Une série, une vraie série? Ouais. Ah d'accord. Ah, c'est une série? Série docu? Non, c'est une série, je crois bien. Moi je crois que c'est un série docu parce que j'ai commencé à le regarder, c'était genre une série docu. Ah bon? Ouais. Et qui joue le rôle du gars? Alors attends, je confonds. Non, je l'ai vu pourtant. Ah, c'est une série de cul alors Ouais. peut-être. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Les images Ça fait d'archives longtemps et que c'est tout. sorti. Ouais. C'est bientôt la fin de cet épisode. Dis donc, c'est passé vite, hein? Bah ça passe très vite toujours. Mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Voilà. Baptiste, le dernier film que tu as vu au cinéma? Top Gun 2. Bah écoute. Top comme Gun 2, je comme- pense comme- que je vais y aller encore une ou deux fois. Ah ouais, figure-toi, je l'ai vu 3 fois, tiens. Tu as vu 3 fois CH? Ouais, j'ai Ah, adoré. Et je serais même bah. capable de le voir une 4e fois. J'ai adoré ce film. Ah ouais, j'ai vu un papa et son fils y aller 4 fois, ouais. Ils mettaient des photos à chaque fois. Mais il est génial ce film, gars. Mais c'est con parce qu'il passe plus en 4DX. J'aurais bien aimé tenter en 4DX, tu vois. Avec les sièges qui bougent, etc. Tu vois. Ah, ça je l'ai fait pour Scream, c'était chiant. Ah, c'est nul. Ok. Ah, c'est chiant, gars. Ah ouais. Ah non, c'est chiant. Ouais, mais pour un film comme On Scream. crache dessus et tout, non, Non, en plus. alors non, tu cours. Alors vraiment, il y a des films, faut pas voir en 4D. Genre, le mec court, il se prend un coup de couteau, le sang gicle et tu te prends un peu d'eau, tu vois. Mais non. Mais c'est trop bien. Moi, j'aime pas me faire cracher dessus, ça me saoule. J'ai un copain qui a eu Irréversible en 4DX. Oui. Bah, c'était un peu oxygène. Mais je me suis dit, mais attends, mais il y a plein de. C'est chiant en fait de souligner l'effet comme ça. Et puis en fait, t'es pas tranquille, le siège bouge. c'est un Ouais, mais peu- est-ce que ça peut pas fonctionner pour un film comme Top Gun Maverick, justement? Où vraiment, tu sais, le gars, il est dans l'avion comme ça, il va à gauche, à droite et Ah, tout mais machin. moi non, parce que t'as trop besoin de voir la gueule des gars. Le souffle, il est incroyable. Ouais. Vous avez déjà tenté 4DX, les gars? Non. Putain, moi j'aurais bien tenté ça, ça va pas mal. Bah, moi, j'ai essayé au Futuroscope. Non, mais il y Ouais. avait, c'est comme J'avais l'attraction le chérie, futur j'ai rétréci les gosses. Ouais, il y quoi. avait ça. Oui, c'est vrai. Le truc dans la Vienne, là, il y a un moment où le mec il faisait Hatchou, mais tu recevais de la flotte. J'étais pas content, moi. Ça me Oh faisait- là là, mais c'est une fausse bonne idée de merde, ça, c'est pas bien ça. Mais c'est vrai que Guillaume a raison, il y avait cette attraction à Disney. Chérie, j'ai arrêté le Ouais. public. Ouais, Ah oui. exactement. Où t'as l'impression d'avoir des rats qui passent sur toi et tout. C'était pas Ouais. mal. Ouais. T'es Mimimati en fait. Oui. Très bien. Voilà. Le, Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Allez. Très bien. Le dernier film que tu as vu. Mangez de la soupe, les enfants. Sinon après c'est trop tard. le dernier film que t'as vu via une plateforme. Via une plateforme. Qu'est-ce que j'ai vu dire? Putain, mais là je mate beaucoup de trucs. Je suis dans beaucoup de trains. Le dernier film que j'ai vu sur une plateforme. Un truc que j'avais jamais vu. Non, ou que t'as revu? Que j'ai revu. J'ai revu Hit quand tu m'as dit qu'on allait faire ce podcast. Non, j'ai revu. Non, c'est un autre film que je regarde tout le temps. C'est Le Stratège avec Brad Pitt.
Ah oui. Ah, j'adore Le la film stratège. Moneyball, le baseball. Moneyball. Ouais, il est Ah bien. ouais. Bah ouais, parce que quand je suis down, Avec Jonah Hill. je l'ai envoyé à plein d'entraîneurs des Girondins de Bordeaux. Paulo Sousa, je lui ai dit, coach, si vous pensez que c'est dur, regardez ce film. Je l'avais envoyé à Jocelyn Gourvenec. Il m'a dit, je l'ai vu, Baptiste, j'ai adoré ce film. Figure-toi que j'en ai appris une bien bonne. Sur quoi? Est-ce que tu connais Amaury et Quentin? Amaury et Quentin, oui. Quentin, oui, Amaury et Quentin, oui. Eh bien, le beau-père d'Amaury, c'est David Guillon, l'entraîneur de Bordeaux. Arrête tes conneries. Non, je te jure. C'est son beau-père, c'est le mari de sa mère, quoi. Ok. C'est le mari de la mère d'Amaury. Bah, Voilà. Si je le crois, je vais lui poser 2-3 questions. Notamment pourquoi c'est pas lui qui fait la composition d'équipe. Bah écoute, qu'est-ce que je te dise? Elles sont où tes couilles? Bah, tu Elles sont demandes- les couilles de ton beau-père. Tu demanderas Dans à les mains d'Admar Lopez. Ouais. Tu poseras la question à Amaury, qu'est-ce que je te dis? Ah ouais, mais je vais le choper à Maury. T'aurais la- jamais dû me dire ça, gars. Ah mais moi je suis un malade mental. Alors j'étais sur le tournage de New York en 2011 et je suis à table avec des gens et je fais, vous faites quoi dans la vie? Bah nous on travaille chez M6. Et là gars, il y a eu un switch dans ma tête. J'ai fait une demi-heure de monologue sur ok, moi je fais pas la composition d'équipe, hein. Moi je suis juste diffuseur. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré après. Oh, on va te présenter Nicolas de Taverneau. Mais je les avais enculés. Je dis c'est honteux de faire ça, d'accord? Francis Gillot, il doit pas faire ça. Francis Gillot, je suis désolé. On joue la Coupe d'Europe, On dit pas la Coupe d'Europe, ça casse les jambes, d'accord? Et je les avais enculés pendant une demi-heure. Pire joueur de l'histoire de Bordeaux? Fran Sergio. Ah ouais, tiens. Fran Sergio. C'est tout récent alors. De très loin, Fran Sergio. C'est un Sergio. pungé au milieu de terrain. Tu connais toi Fran Sergio, Guillaume? Sergio, ouais. Fran Sergio, je lui chie dessus tous les jours. Très bien. Dès qu'il y a une news qui passe, et en plus je sais Comme ce les que chiots. Je savais pas Ah que non, non, Fran mais Sergio Fran avait une- Sergio c'est le pire joueur de la planète Terre, gars. D'accord, très bien. J'ai jamais vu un joueur comme ça. Si les Bordelais nous écoutent, C'est nul, il est nul. bah, d'accord. Oh, aïe, 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 aïe. Il est nul. Fran Sergio Il qui- est plus nul que le film Les Chevaliers du Ciel. Il est nul. Il est nul. Très bien. Qu'est-ce qu'il vient ce Fran Sergio? Il est encore Et il est dans- encore là. Ah, il est encore là. Il est encore là. Je suis monté très vite dans les aigus. Et le pire, c'est qu'un match Nantes-Bordeaux où on mène 2-0 à la mi-temps. Ouais, on perd 5-3. Enfin, ne posez pas de questions, Ah oui, les gars. je sais, Ça ouais. s'est très bien passé ce match. Incroyable. Assis dans ma maison vide, mon père peint. Mon père m'a caressé le dos parce qu'il a vu que son fils était désemparé. J'ai dit, on mène 2-0, on va pas perdre. On mène 2-0, je me dis, putain, on va perdre ce match. Et on perd 5-3. Et tu vois, tu te dis, je me dis que je vais perdre. Parce que j'ai envie de gagner, mais j'ai peur de perdre. Mais quand tu perds et que tu te dis, putain, j'ai mené 2-0, ça fait 2 fois que ça arrive. Et c'était au fond du trou, gars. Au fond du trou. Et on me dit que j'ai un copain à moi qui est derrière le banc de touche de Bordeaux et Fran Sergio et Marcelo parlent ensemble. Et ils ont parlé en portugais. Sauf que mon pote parle portugais. Et il les a entendus parler. En disant, ouais, on s'en bat les couilles, on prend l'argent, on se casse. Voilà. Les mecs Ils ont n'en dit avaient ça, rien à foutre. Mais bien sûr, ils n'en avaient rien à foutre. Marcelo, pétomane. Mais voilà, il s'est voilà, fait virer de Lyon parce qu'il a lâché une caisse. J'allais te lancer là-dessus. Ils perdent à Angers. Je vais te montrer une vidéo que j'ai faite après. Je peux pas la montrer parce que là, je meurs sur Internet. Lyon perd à Angers. Donc, c'est la crise à Lyon. Et Juninho fait un discours. Ouais, là, c'est pas bien ce qui se passe et tout. Juninho qui est le directeur sportif de Lyon à l'époque. Et il y a un joueur, il fait. Il lâche une caisse dans le vestiaire. Et il rigole. Et il rigole. Et bah nous à Bordeaux on s'est dit ah bah ce gars-là on va le prendre. Parce que quotidiennement on est Pour pas sauver le content. club. Pour sauver le club. On a fait venir un pétomane. Gars. Moi ça me fait rigoler de péter. Mais quand un mec fait un discours en disant les gars, si un mec pète dans le stratège au moment où Brad Pitt il gueule, Ça casse un peu l'ambiance. le mec il a lâché une caisse pendant le discours du directeur sportif. Et nous on le fait venir. Et moi mon pote Paul Bass il est en réserve et il dit gars il y a un gars qui pète et il a pris ma place. Tiens, Paul Bell, je l'ai croisé à Pornichet il y a pas longtemps. Il est adorable Paul. Eh ouais, il faisait un petit entraînement personnel au Pornichet. Voilà. Ah ouais il se met C'est en l'info. forme. Bon, écoutez, on parle de film, qu'on parle de hit quand même. Parce que là, ça part sur Paul Bass au Pornichet. Prends Sergio, je te pisse dessus. Après avoir mangé les asperges, je pense 2 ans. La dernière série que tu as regardée. Je suis en train. Les Sopranos. Ah oui. Allez, Ozark, que j'adore. Jason Bateman, passion Jason Bateman. Je pense que l'épisode 1 d'Ozark, c'est un des meilleurs épisodes que j'ai vu de ma vie. Ouais. L'épisode pilote. Grosse Ah, il est tension. fou. Incroyable, Ouais, ouais, incroyable. ouais. T'as tout compris dès le début. Voilà. Il y a Barry aussi, l'épisode 1 de Barry, je crois que j'ai beaucoup regardé. Mais l'épisode 1 d'Ozark, à chaque fois, tu sais, c'est les séries dont t'es fier. À chaque fois, je dis, t'as vu Ozark, t'as vu Barry? Non. Hop, je mets les épisodes 1 direct. Je fais, regarde. Et je veux regarder j'aime bien regarder avec les gens. Tu vois, j'aime bien leur montrer. Là, je tourne une série, là, en ce moment. Tous les comédiens, je leur ai dit, venez, on regarde l'épisode 1 de Barry. Et ils ont tous regardé, ils ont dit, putain, mec, c'est génial. Et ils ont tout binge-watché, ils ont tout rattrapé. Est-ce que tu as
parce que je sais qu'il y en a pas mal sur Netflix, des stand-up à conseiller aux gens qui nous écoutent, trouvables sur Netflix ou un peu ailleurs. Oh là là, il y en a tellement. Qui sont vraiment pour toi des références ou... Ah vraiment, je l'ai vu, je me suis dit, ouais putain, il y a un avant et un après quand même avec ce spectacle. Bah t'as quand même merde, putain. Oh, je suis fatigué. Edward Norton. Non, pas Edward Norton. non. Oh là là, Bill Burr. Ouais. Celui de Bill Burr est incroyable. Je l'ai recommandé à Paul Mirabel, il m'a dit putain gars merci parce que grosse claque. Et c'est le spectacle, comment il s'appelle? Oh là là, je déteste avoir des trous de mémoire comme ça. Faut que je mange du poisson. C'est pas vrai d'ailleurs, on mange pas. Est-ce que manger du poisson ça donne de la mémoire? Oméga 3. Non. Ah non. si. Parce que les requins du coup ils sont imbattables aux échecs par exemple. C'est plus. Pardon, moi je suis parti sur une digression. J'essaie de gagner du temps pour retrouver le nom du spectacle de Bill Burr où il démarre le spectacle où il nique les féministes, il défonce Michelle Obama. Où il dit vous avez vu Michelle Obama, elle a sorti un bouquin sur son métier de première dame qui est même pas un métier. Et elle s'est devenue une star, elle fait la tournée des stades, alors que Barack Obama il est vieux de plus en plus, il est dégueulasse, et elle fait des métiers. Et après, mais justement, en fait, là, j'avais vu ce spectacle est incroyable. Pepper Tiger. J'avais Pepper vu Tiger de Bill Burr. le dernier de Ricky Gervais sur Netflix. Et justement, on en parlait avec Flaubert, et en fait, je disais, j'aime bien parce qu'il défonce tout le monde. Il m'a dit, bah regarde celui de Bill Burr parce qu'il défonce encore plus. Mais incroyable. Ouais. Bill Burr, il est incroyable. Franchement, ce spectacle, il est fou, quoi. La dernière chanson que t'as écoutée? Moi, j'écoute Liam Gallagher depuis, je pense, ça fait 7 ans que j'écoute Liam Gallagher en boucle. Donc, un titre en particulier? Il y en a plein. Parce qu'en général, en plus, là, il a sorti des lives. Donc je mets toujours un extrait, donc trouve-nous un petit titre un peu. Un petit extrait que j'adore. Ouais. Liam, il y a dans ma playlist, tiens, regarde, j'ai écouté Stand By Me avant de venir, là, sur la passerelle qui est très longue, là. Stand By Me, Nobody. J'adore Liam Gallagher. Et il y a un doc incroyable sur Liam Gallagher. Qui est dispo sur Arte. Arte, ils font des docs incroyables. Ouais, grave. Et c'est un doc sur son comeback et il est très touchant, Liam Gallagher. J'aime vraiment bien ce mec-là. Made a meal and threw it up on Sunday. I've got a lot of things to learn. Said I wouldn't, I believe in one day before my heart starts to burn. Récemment, j'avais vu sur Arte un docu sur justement le comeback de Sinatra. Et en regardant le docu, je me disais putain, ils sont tellement forts en docu pour raconter des histoires comme ça. Ils sont trop forts. Ouais, non, mais ils sont vraiment Arte très forts. aussi. Attends, je vais te dire. Arte, celle que j'adore, c'est I Have All I Need. Ok. I Have All I Need de As You Were. Et j'adore vraiment cette chanson. Elle est incroyable. There's no time for looking back. Thanks for all your support. Slow down, all things must pass. Take your time. Le dernier livre que t'as lu? Voilà, je lis pas beaucoup, gars. Je lis pas beaucoup parce que j'ai des problèmes de concentration, comme vous l'avez vu. Dès que je lis un truc, je pense à quelque chose d'autre et du coup, je peux passer 3 pages en me disant qu'est-ce que je viens de lire là? Je sais pas. Donc, un bouquin de 300 pages, il fait 900. Mein Kampf, pour moi, il fait 7000 pages. Quoi? J'ai jamais dit j'ai lu Mein Kampf, hein, vous êtes malade ou quoi? Mein Kampf, il y a toujours des réactions folles. Non, j'ai pas lu Mein Kampf. Très bien. Qu'est-ce que j'ai lu? Le dernier que j'ai lu, attends, c'était il y a longtemps. Qu'est-ce que j'ai lu? Je crois que c'est de Fuenquinos. Ok. Je crois que c'est Fuenquinos et je me rappelle plus ce que c'est. C'est un bouquin de David Fuenquinos. Je te redirai, je te enverrai un texto et tu feras ma voix en Val Kilmer. Mais je lis pas beaucoup, hein. Ma nana lit énormément, mais les livres, moi, ça me. J'aime bien lire des scénarios quand on me dit bah voilà, on aimerait bien que tu joues ce personnage et on aimerait bien te payer pour faire ça. Bizarrement, t'es plus dans l'histoire là. Jean-Louis ouvre une porte, je peux le faire. Je peux complètement faire ça. Et alors pareil, BD, manga, pareil, tu lis pas? Non, je lis pas. J'ai lu la BD de Flaubert que j'ai trouvé génial. Oli et l'Alien, c'était vraiment très 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 bien. Qu'est-ce que j'ai? On en a envoyé plein, hein. Mais je lis pas. Non, je lis pas beaucoup. Hein. Je lis pas beaucoup. Le dernier objet culturel que t'as acheté? Oh là là. Ça peut être plein de trucs. Hein. Ah bah ça peut. Bah, écoute, j'ai un pouvoir d'achat. Ouais, tu te fais plaisir en général. Oui. Non, j'ai acheté des personnes là. Ma fille, la petite, qui a 4 ans, elle est dans une phase où elle adore les dinos et les dinosaures. Et donc je lui ai acheté des personnages de Jurassic World. Donc je lui ai acheté le Blue. C'est le raptor bleu là, elle l'aime beaucoup. Ouais. Et je suis content parce que ma fille commence à bien aimer les dinosaures et le dessin animé Jurassic World sur Netflix, il est vraiment très bien. Ah oui. Ah, il est très bien fait.
Ouais, il y a des petits suspens à chaque fois, c'est bien fait. Bon, c'est beaucoup, c'est des enfants qui courent et il y a un T-Rex qui veut leur croquer le cul et à un moment donné, ils sont sauvés par une remorque. Ils font, je vais me faire croquer le cul. Et après, ils partent et il y a d'autres dinos qui veulent les manger. Mais le dessin animé est vraiment bien. Et je suis content parce que je sais que je pense bientôt, je vais pouvoir lui mettre Jurassic Park. Ah, pas mal. Et j'ai la vidéo. Là, j'étais trop content de faire ça. J'ai filmé la réaction de ma fille quand il y a la scène du T-Rex. Qui a la pupille qui se dilate avec la lampe torche là, et je vois la réaction de ma fille faire, elle fait, mais papa, c'est un vrai et tout, et tu vois, tu fais putain Spielberg, t'es vraiment un génie mec. Et tout le film, elle était à fond dedans, c'était génial quoi. Le Jurassic Park 1, c'est quand même un chef-d'œuvre monumental. Ouais, surtout qu'en plus quand on revoit cette scène du T-Rex, en plus le fait qu'elle soit filmée en pleine nuit, ça a pas vieilli quoi. On voit le T-Rex comme ça. Non mais il est super bien fait quoi. Ouais, les enfants, t'as fait Alan Grant, les personnages sont tellement carrés et puis cette scène elle est folle. Le mec sur les chiottes. Hein. Ah sur les chiottes. Elle a rigolé ma fille. Ça m'a fait marrer. Voilà. Moi aussi je rigole à chaque fois. C'est marrant. Hein. C'est vrai que c'est marrant. Même juste après la scène de la poursuite où il regarde dans le rétroviseur et tout. Il vient et il tape dedans. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un dinosaure qui a jamais été réutilisé. Je suis déçu, c'est le Dilophosaure, celui qui crache du venin. T'as vu le dernier ? Je te conseille d'aller voir le dernier alors. Ah bah alors le dernier. Parce que moi, figure-toi que c'était mon dino préféré de l'univers Jurassic. Il est fou celui-là. Tu te dis, mais attends, mais c'est génial. Et ben allez, je te le dis, on le revoit plein de fois dans Jurassic World Dominion. Ah enfin, parce qu'il fait vraiment flipper ce dinosaure. Il a fait plein de copains là. Ils sont un paquet. Ah, ils sont un paquet ? Ouais. Et ils crachent dans la gueule. Ça crache. Ça crache. Ça crache, oui. Alors là, ça crache bien. Ah oui, ça. Voilà. Ah ouais. Non, ça va te régaler. Il est bien ou il est pas bien ? Bof. Non, il est bof. Hein. Mais c'est un des rares trucs cool du film. Le fait qu'il y ait des dilophosaures. Puis Jeff Goldblum, j'ai l'impression qu'il comprend rien au scénario et il le dit. Ah oui. C'est marrant. Ouais, des fois il est là genre, je sais pas ce que je fais ici. Je dirais que c'est ça le scénar. Et enfin, là où le dernier. Excuse-moi, j'avais la réplique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'avez rien touché, on a stoppé. Et là, quand il a fait de l'enclos, vous n'avez rien touché, on a stoppé. C'est quoi ça déjà ? C'est quand ils arrêtent près de l'enclos, tu sais, les voitures s'arrêtent. Ah oui. Où est la chèvre ? Ça tombe sur le toit panoramique. Et là, ça commence à chier des bulles. Pas mal. Et là, mais la tension est incroyable. Et le fait de filmer un gosse qui voit ça pour la première fois, je peux te dire que ça te replonge. Nous, on l'avait vu au cinéma. On l'a tous vu au cinéma. Au JT de 20h, ils disaient voilà, regardez les premières images de synthèse. Et c'était fou. Mais comment ils ont fait ? Ouais, c'était ouf. Et puis en plus, on croit tous au truc. C'est un moustique qui a du sang de dino, ça se met dedans. Et on est sortis du faire. Ah, c'est sûr, ils vont le faire. C'est sûr, il va y avoir des parcs là qui vont arriver. Machin, puis que dalle, il n'y a jamais rien eu. C'est marrant parce que moi, j'associe le succès de Jurassic Park aux boulangeries parce que j'ai des souvenirs d'enfance où en gros. Pourquoi ? Plein de boulangeries faisaient des pains ou des brioches en forme de dinosaures. Et pour moi, c'était ça le succès du film. C'est que t'as grandi où, gars ? Dans le 93, à Drancy. Non mais quand toutes les boulangeries font des pains, quand tous les non mais c'est vrai. Quand toutes les boulangeries font des pains en forme de dinosaures, 9-3, c'était vraiment chaud pour les c'est gosses. tout film. On va les faire rêver les gamins. Regarde le crouton, c'est un Vélociraptor. Putain, un jour je fais du rap. Ouais, génial. Tiens, mange ton pain, ta gueule. Et bah voilà, dans ma ville, c'était ça. C'était des pains en forme de dinosaures. C'est vrai. Ouais, ça veut dire que le film a percé quoi. Je me souviens que je bouffais énormément de dinosaurus après. Parce que je me disais, putain, ça c'est. Bon, il y avait 4 dinos. Hein. Ça c'est un Triceratops. Ça c'est un Dilophosaure. Putain, ça c'est le T-Rex. Celui-là, je vais bien le manger, tiens. Mais t'avais tous les dinos annexes et tout qui étaient géniaux quoi. Toujours un succès les dinosaures. Non ? J'adore. Toujours c'est bon, les délicieux. dinosaures. Toujours. Chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait ? Chocolat au lait. Au lait. Noir. Chocolat au lait. Non, avec le céréal, c'est meilleur quand même. Avec les céréales ? Non, avec le céréal du gâteau. Avec le céréal du gâteau. Avec le quoi ? Le céréal du gâteau. C'est un gâteau au céréal. La partie gâteau. Chocolat noir. Ok, d'accord. C'est un gâteau qui est en dessous. Quel rapport avec Hit, ce jeu ? Ouais, non, mais c'est ça, on fait une digression, c'est la pop culture. Mais il y a des céréales sur les gâteaux, en fait, de quoi on parle ? En général, vous laissez séduire par quel genre de gâteau au Monoprix ? Guillaume, t'aimes quoi toi ? Moi, Dinosaurus, Ouais. Congo, j'adore les Congos. Ouais, les Congos. Allez, go Congo. Allez, et j'adorais les animaux, mais ça n'existe plus. Ok. Si, il y en a des faux. Baptiste, toi, tu te régales avec quel gâteau ? Et bah là, la Tabrégie, figure-toi sur les tournages où on est, qui est un film que je conseille vraiment, qui est Papa de Maurice Barthélémy, qui est génialissime. Où il fait tout le film démarre où ils font les Chabat et l'enfant ils passent en revue tous les gâteaux. Ah, c'est pas le film où le fils de Chabat il a le maillot d'Arsenal pendant tout le film ? Exactement. Ok. Et ils font un truc sur les figolus, machin. Et le dialogue est vraiment génial. Enfin, Chabat, il est incroyable dans ce film. C'est la plus grosse performance d'acteur de Chabat, je pense, avec Didier. Ce film, il est incroyable. Papa de Maurice Barthélémy, regardez ça, c'est génial. Et les gâteaux, là en ce moment, j'ai les palmitos, tu vois les palmitos ? Oh non. Eh ben, attends. Moi j'aime bien. C'est pas si mauvais les Moi palmitos. j'aime bien. Là, on tourne à la montagne. Ça croustille. On tourne un projet à la montagne. C'est le préquel de Cliffhanger.
Il y a un mec, il a fait des. Je vais vous en faire. Un mec dans un chalet, il dit attendez, je vais vous en faire. Moi, je l'ai fait moi-même, moi, les palmitos. Et il nous a fait des palmitos maison. Et bah, gars, le temps s'est arrêté. Ouais. Le temps s'est arrêté. Jean-Pierre Pernaut a ressuscité, il est revenu. Et il a. Mais les gens, j'ai vu la tête des gens faire. Non, mais attends, mais c'est absolument délicieux ce qu'on est en train de manger. Des palmitos maison, fin fond de la montagne, je sais plus où c'est là. Il y a un mec qui fait ça, c'était fou. Et donc, je me suis réconcilié avec les palmitos. Très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. Aurélien? Bah là, il y a quasiment tous les gâteaux que tout le monde déteste et que moi j'adore. C'est-à-dire par exemple les figolus. Ouais, j'aime bien. C'est-à-dire par exemple les chamonix. Ah, les chamonix. Ouais, Chamonix, c'est un délire. Oh là là. Ouais. Et sinon les Mikado, en vrai. Ah, Mikado. Très Mikado. Moi, je Très, raffole très des Mikado. Pims framboises, figurez-vous. Ouais, C'est les pires. Ouais, non, C'est très Pims. Chocolat blanc là. Les Délichocs aussi, j'aime bien. Ah, les Ah, délicieux, c'est ça bien. j'en prends. Oui, bien sûr. Je mange Et le bord pick-up, après, et je mange pick-up, et le pick-up, je pense que le packaging a pas mal aidé. c'est vrai, le le jaune, là, c'est quand je jaune, parle des là. pick-up. Tu sais, ils ont ils sont collés. Oui, Mec, il y en a il n'y a aucun respect. Moi, c'est bon, je me casse. Ouais, c'est vrai que les pick-up tout C'est bon, les entourés là, moi pick-up. aussi je kiffe. Non, c'est pas mal. T'aimes bien les arracher, puis tu sais. Et les Écoutez, BN C'est fraises costaud, il y a aussi. une Écoutez, grosse couche de chocolat. Écoutez, on est là pour parler de hit, là on parle de gastronomie. Je peux pas m'empêcher de vous poser une question que j'adore poser aux gens. Ah. Je vais commencer avec Baptiste. C'est le couloir de la mort. Ah, non, C'est ton dernier je la repas. connais. Et t'as envie de manger. T'es là, t'as envie de manger un bon plat. Plat, entrée, plat principal, entrée, dessert, boisson. Quels sont tes choix pour ton dernier repas? Alors, déjà, on dit quel est entrée, le- plat, dessert. Oui, Oui, moi, non, je fais pas partie de ces régimes de connards où tu commences par le dessert. Oui, bien sûr. Tu fais ça, toi? Non, pas du tout. Mais mec, il éternue, il mouche. Vas-y. Je suis en train de clamser Non, mais là. vas-y, pète-moi à la gueule pendant que je parle. Qu'est-ce que c'est Marcello. que c'est on est où là? Donc, oui, c'est La dernière entrée. fois que j'ai été aussi mal reçu comme ça, c'était chez Tortue Ninja. Ah ouais, tiens. Donatello, bourré. Donatello, il a bourré, il dit ouais, c'est honteux. Pourquoi moi j'ai un bâton? Vous avez que des trucs qui coupent. Tu sais, on parle pas assez de ça. On a eu un long débat avec Flaubert, il était mort de rire là-dessus. Il dit vrai. putain, mais j'avais jamais capté que Donatello, il a un bâton. L'autre, il a un sabre. L'autre, il a des Des trucs comment à ça pizza là. s'appelle? Ouais, voilà. Katana, non? Ouais, et l'autre, il a le Minchaku et lui, il a un bâton. Mais je crois qu'attention, on te prend un coup de bâton, c'est relou quoi. Non, mais c'est relou, Ouais, ça mais- tue pas. Ouais, Leonardo, il a un Mais c'est sabre. l'intello du la troupe. Ouais. Ah, c'est l'intello, C'est Donatello. celui qui gère l'informatique. Donatello. Donatello, il gère l'informatique. Ouais. Comment tu peux gérer l'informatique quand t'as les doigts de tortue? Ah bah ça mon gars, ça tape pas un doigt. Télépathie. Ça tape pas Tu un peux doigt. pas faire mec qui contrôle sort alt la shift main, par exemple. Contrôle alt shift, tu peux pas le faire en tant que tortue. Splinter, il devait venir faire les manips. T'as fait contrôle alt shift, Splinter? Chier, gars. Avec ses trois J'ai un doigts. projet de resto avec mon neveu là. Monsieur se prend pour un cuistot. Et voilà, bim, j'ai fait Ratatouille, le préquel. dans- Waouh, putain. Ouais, les gars, ouais, je suis dans le futur, moi. Alors attends, qu'est-ce Alors, qu'on disait? entrée, plat principal, Entrée, dessert et plat, boisson. dessert. Le repas parfait. Le replat. Le repas parfait pour Baptiste Le Caplin. Ouais, Allez. Une tranche de foie gras. Ouais, donc ça c'est l'entrée, très bien. Voilà. Escalope milanaise. Ok, accompagné de pâtes. De pâtes et de sauce tomate. Ok. Dessert, tarte au citron meringué. Il est très sérieux quand il parle de ça. fou. Il a déjà en tête. J'ai déjà pensé. Ouais. Ah ouais. Dans la ligne verte, on l'a tous fait. Et la boisson, Milkshake banane. Guillaume? C'est dur parce que chaque fois on se la repose, à chaque fois je change. Ah, tu changes? Vas-y. Bah non mais. Moi je change pas, c'est très défini d'ailleurs. Pendant que je Toi réfléchis, t'as dit pizza non? en entrée, escargot ou Ah ouais. ou tomate mozza, j'hésite. Ah tomate mozza moi. Escargot, tomate mozza. Ouais, ça a rien à voir. Escargot ou tomate mozza. Tomate Déjà mozza. t'es coupable. Parce que si le mec il hésite en deux trucs aussi opposés, c'est que vraiment t'en as rien à branler, t'es en prison. Je les ai tués ces gosses, hein, clairement. Alors escargot ou tomate mozza? Je sais pas. Entrée, plat principal, spaghetti bolognaise ou lasagne, pour moi c'est la même. Pas de pizza alors. Non, et dessert crème brûlée, boisson Coca Zéro. Voilà. Voilà pour moi. C'était quoi ta boisson toi? Milkshake banane. Milkshake banane. Milkshake banane. Guillaume, donc toi ça donne quoi? Moi ça serait italien c'est sûr mais alors. Ouais. tomate Attends, Guillaume, il est en mozza. train de parler, je vais dégueuler. Oh, je vomis du caca. Oh mon dieu. Non mais attends, il est fou, lui, je vais égaliser quand même. Mais t'inquiète pas, je suis bordelais, tu vas quand même gagner. Attends, tu manges italien? Tout Je le monde mange va manger italien en Mais vrai. oui c'est sûr. Allez alors. Mais je crois que je partirais sur une dernière pizza et enfin je crois que je prendrais. Je crois que je prendrais. crois que je partirais sur une dernière piste. Je pars sur une dernière pizza. Ninja. Et je pars et je prends une assiette de frites sur le côté. Ah ouais, tiens. Ah, des pizzas, Je suis un foie gourmet. Ok. Et le dessert? Et le dessert très intéressant, mousse au chocolat. La boisson? La boisson, c'est dur. Ouais. Ça, c'est vraiment un junk food parce que tu prends pas d'entrée. Si j'ai pris tomate mozza Ah, t'as pris tomate mozza? et pizza et frites. Je suis un énorme porc. Oh là là. Et alors la boisson, ça donne quoi? Boisson, je sais pas, c'est dur. Bon allez là, dis Coca Zéro qu'on en finisse. Bon bah attends, je réfléchis. Prenez du vrai coca, putain, les gars, on va mourir. Prenez un vrai coca. Oui c'est vrai, il a raison. On va mourir. parce Mais moi qu'on a j'aime pas fou- trop le vrai Coca. Ouais, c'est trop sucré. Ouais, c'est vrai. Je prendrais un verre de grenadine. D'accord, très bien. Aurélien, le plat du condamné.
des radis. J'adore les radis. Oh là là, ça Ah, sorry. Allez, merci, bonne émission. Des radis avec un peu de beurre et du sel, stylé. Après, Stylé, il a dit stylé. une côte de bœuf avec un écrasé de pommes de terre. Ah, pas mal. Sel de Guérande. Celle de Guérande, excusez-nous. Excusez-nous, monsieur. Dessert. Un jockey, voilà. Comment tu parles là-dessus? C'est énorme. Putain, c'est gros. ça. Non, qu'est-ce que je prendrais en dessert? Moi, j'aime bien quoi? Ouais, non, un clafoutis. Oh là là, c'est pire que le jockey, un clafoutis. Un clafoutis aux framboises. Ouais, je vais faire une dinguerie. Je vais faire une dinguerie. Et boisson cognac ou armagnac. En tout cas, c'est le repas le plus adulte d'entre nous. Non, Oui, bah, non, je suis quand vieux, même. quoi, c'est tout. Baptiste aussi, quand même, c'est bien, non? Ah, Baptiste, ça va très bien. Non, Non, il a dit un milkshake banane. ça va être très bien. Milkshake banane en poisson, c'est clairement grillé que. C'est un gros bébé. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'en fonction de nos menus qu'on a choisis, on devine le crime qu'on a commis. Ah, alors, du coup, c'est. Toi, je sais pas pourquoi t'es un pédophile. Toi, je sais pas pourquoi. Ce jeu est génial. pédophile, Ce jeu est génial parce qu'on peut Bah, vraiment mais accuser les gens T'as de que des saloperie. trucs, t'as que quoi. des trucs d'enfants, Mais ça des va. frites. Je vous donnerai frites Toi, t'es un peu et une mousse au pédophile. chocolat. Mais ça va pas, Une mais mousse au c'est- chocolat et des frites. Tu t'as fait une dinguerie. Non, mais ça fait une dinguerie, mais tu le savais pas. C'est genre, t'as dit, bah en fait, j'ai 11 ans et demi. Quoi? Et tu l'as buté sans faire exprès. Ah ouais, je suis un peu simplet, genre. Tu vois ce que je veux dire? Le repas de Bat, c'est quoi ton crime à toi? C'était quoi déjà? Foie gras, escalope milanaise, spaghetti sauce tomate. Je vous le dis comme je le sens, vous allez tous dire des trucs méga stylés, genre ouais, moi j'ai fait Non, un non. braquage. Non, non, Moi, je dis cannibale. Comme ça m'a fait penser au mec du Silence des Agneaux, Ah, tu c'est un vois. cannibale. Ah ouais, non. Ouais, c'est un il a bouffé un gars. J'ai buté le petit ami de ma fille. Ah, pas mal. Qui m'a dit bah voilà, on va vivre à Majorque parce que je suis DJ. Là, je tire direct. Là, dans la gorge et je le vois se vider de son sang. Lui, c'est un vrai crime de professionnel, c'est un adulte. Ouais, toi, t'as fait quoi, Cognac, tu vois. Cache-moi, moi. Hein? Braquage. Toi, t'as fait un braquage qui a mal tourné. C'est mon histoire, moi. Mais t'as buté genre le T'as gardien. buté les gars, toi. Ouais, bah, j'étais obligé. Ouais. J'étais obligé. C'était Ils ont au vu moins, mon quoi. visage. J'avais mis du marqueur. Escargot, tomate mozza. Oh, toi, escargot, tomate mozza, Ah, t'as ouf. vraiment. Toi, Ouais, c'est bizarre des toi. gens, toi. Ouais, toi, c'est Arkeli, là. Un tueur en série. T'as pissé dans la bouche des gens. Oh mon dieu. C'est ça, s'il a pissé sur des meufs, hein, c'est ça? Exactement, Oui, c'est entre ce que- autres. Elle voulait pas, elle voulait pas, elle voulait pas. Il a fait beaucoup de choses. Bah, voulait si, pas. c'était une sorte de secte, mais pour le coup, violence psychologique, donc pas. Oui, non, 30 elle ans, c'est voulait pas. beaucoup. Hein. 30 ans, c'est vraiment un sale truc. Non, parce qu'elles étaient énormes, elles étaient beaucoup. Non, non, mais il a fait Il a fait ça pendant il a 20 fait ans. des catastrophes. 20 Il ans. les a Il a séquestrés, séquestré et il leur a tout. transformé, il les a lobotomisés en fait. Il a pris que 30 ans. Bah, pour l'instant. Lui, Arkeli, Bah, je elle pense a qu'il part sur 55. il part sur un 50 ans. croque-madame. Ouais. Il part sur un croque-madame, tu vois, un petit truc comme ça, croque-madame. Avec et un des- œuf. Ouais, voilà. Un jus de pomme. Et un yaourt aux Smarties. Tu sais, dégueulasse là. Tu sais où tu bascules les Smarties dans le yaourt. C'est vraiment Et pas des bon. murs, Ah, j'aime bien avec des ça. murs. Les danettes là? Ouais, non, c'est pas Non, bon. non, gars. non. Ah, moi, j'aime bien. Les Non, enfants c'est les dégueu, finissent jamais. Ah, j'en suis friande, ça. Alors, toi, qu'est-ce que t'as fait? Escargot, Les tomate pingouins. mozza, c'est là où Ouais. ça se joue le truc. Ouais. Ouais, non, Non, le mec, Toi, t'as découpé des nains et tu leur as dit tiens, comme ça, t'es encore plus petit. Et tu les as inscrits à la draft NBA, ils ont été nuls. Un des trucs les plus fous que j'avais vu, c'était Ed Gein, je crois, le tueur en Ouais, série. ouais. Ah ouais, lui, c'est Qui chaud. avait fait un truc bien chaud, je vais vous le dire. C'est quoi? Ouais, C'est je qui ce sais. gars? Je le connais pas. Il avait, J'ai lu sa Ed BD. il avait coupé la tête de sa mère. Et Il avec l'avait la baisé. tête de sa mère, il s'est fait une autofellation. Ah putain, Ouais. c'est le début du film de Alexandre Aja là. En fait, c'est comment Haute ça tension. En fait, il y a énormément de. En fait, ce mec est la source d'au moins 4 films d'horreur. Ouais. Massacre à la Il y a tronçonneuse, genre déjà. Massacre à la tronçonneuse, Ouais. déjà, ouais. Parce qu'en gros, sa Arracher maison. la peau. Quand ils sont allés chez lui, ils ont découvert que dans Il y sa avait sa maison, mère tout et son tout. mobilier était fait avec des peaux humaines. Oh là. Ouais. Et donc, il y a ça. Il y a... chez Maison du Monde, il est fou Il y a Psychose, parce qu'en fait, Avec la mère. j'ai pas envie de spoiler, mais en gros, il y avait la chambre de la mère, elle existait toujours, il y avait le cadavre de sa Oh mère qui était là, il vivait avec, et il faisait Attends, comme et, s'il non, était là. et le truc aussi, c'est Il qu'il parlait avec elle. il a déterré les meilleurs amis de sa mère pour que sa mère ait une présence. Ouais, en fait, il y avait Donc des sa mère cadavres. parlait avec les Et en copines. fait, il déterrait les. Ouais, avait il des enlevait la cadavres. peau, il se faisait des masques et tout. Il a Ouais. coupé la tête de sa mère et il s'est fait sucer par la tête de sa mère morte. Exactement. Ouais, parce Ouais. qu'il avait des gros problèmes avec sa mère, qu'il a buté. Et il butait les gens, ils les enterraient, après Ah, ils mais attendez, les ressortaient gars, pour je me demande qu'ils si c'est Ed Gein qui a fait ça et pas un autre. Si, en si, fait. c'est Gain, j'ai lu sa BD là. Ah, c'est lui qui T'as a vu fait ça. une BD? Ouais, une BD sur lui, ouais. Qui est archi bien d'ailleurs. Et c'est dessiné le moment où il se fait sucer par la tête de sa mère morte. Non, c'est un peu fantasmé tout ça. Ok. Mais- Mais t'es d'accord que c'est le début d'Haute tension? J'ai pas rêvé. Ouais, il y C'est a ça, ça, il puis y a pouf, ça. il jette la tête. Il la coupe après. Mais en fait, pour le coup, c'est faux. J'ai pas envie de spoiler ce film. C'était- mais- Oh là 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 C'était- là 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 là, putain. Mais Bah, c'est t'es qui Ed Gain, voilà, t'es Ed Gain. Mais il a fait quoi ce gars? De quoi? Il a fait quoi ce gars? C'est juste un ouf. Et il a été condamné à mort. Et ils l'ont trouvé, parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit bah c'est bizarre, tous les gens avec qui il travaille, ils sont morts, parce qu'il a même tué son frère, Ouais, il a avec fait qui il tout. bossait. Ah ouais. Ils se sont embrouillés, il lui a mis un coup de pelle, ils ont retrouvé son corps, il l'a enterré. Après, sa mère est morte. Non, mais Il je pense l'a- pas que ce soit il lui l'a le truc de la tête parce que sa mère il l'a déterré pour la mettre dans une chambre donc elle a encore la tête.
Sa mère, non mais sa mère, en tout cas, il a eu un rapport sexuel avec sa mère, mais je crois que toi tu parles de. Non, mais je il y en parle avait d'un un autre autre gars, en fait. En fait, il y a un autre gars, le grand là, qui est dans la série sur les. Exactement. serial killers, là, le grand là. De comment David il s'appelle Fincher. Ah, ouais, oui, C'est lui qui a fait ça en fait, le truc de la tête. Oui, c'est lui. celui avec les grosses lunettes là, un peu big là, avec les exactement. lunettes. Ah là là, C'est oui, chaud, il fait peur lui. Mais Ed Gein est réputé comme étant le premier gros serial killer qui a influencé. C'est le pionnier quoi. Ouais, Et c'est lui, le. lui se faisait des costumes de peau. C'est et le tout. Coluche Ouais. des c'est tout le monde dit. Mais déjà, il avait des abat-jours, wesh. Il avait des. Des Il avait. abat-jours en peau, ouais. Il avait des abat-jours en peau. Il s'était fait des petites lumières, des rideaux. Les rideaux, c'était des peaux. Oh là là. Ouais. Tout en peau. Tout en peau. Et il pendait des oreilles, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'était horrible. Et ils ont découvert le. En fait, Personne n'a rien senti. bah Ouais, non, c'était c'était dans dans la une campagne loin. Et en fait, ils ont découvert une meuf à un moment qui avait disparu. Et ils pensaient la sauver. En fait, ils l'ont retrouvée accrochée dans la remise. Dans la remise. Genre, en fait, Ah c'est comme ouais. ça qu'ils ont trouvé. la remise. Parce que les keufs, ils disaient, ah, Il on a avait rien trouvé. transformé, tu sais, en truc là, tu sais, c'est des trucs nuls, tu sais, qui entre les portes, tu sais, entre le salon et la cuisine, c'est les gens, Ouais. ils passent, tu sais, ça fait des perles, tu sais, les trucs perlés là, machin. Il l'avait transformé en siège à boules de taxi, enfin. Ah, il faisait tout. Hein. Le gars, il était fort. Hein. Le ou la dernière artiste que tu as suivi sur Insta ou Twitter. Ah, on a enchaîné. Oh là On là. a enchaîné. La plus grosse discrétion de l'histoire. Oh là là. Maxime Muscat, parce que j'ai tourné avec lui un truc et j'ai suivi Maxime Muscat. J'ai bien aimé ce garçon, il est très très gentil. Et il a fait c'est fou, il a arrêté de boire de l'alcool ce garçon, t'as vu? Ouais. Alors moi je bois jamais, donc on a eu une longue conversation là-dessus. C'est vachement intéressant de Est-ce que tu voir ce prends du milkshake banane comme un gros bébé pour ton dernier repas? Ah oui, non, j'ai jamais bu d'alcool. Non, parce que j'avais un papa qui avait des problèmes avec ça. Il va mieux depuis. Hein. Mais non, moi l'alcool c'est pas la fête. Hein. Toi aussi, Guillaume. C'est-à-dire J'ai jamais bu d'alcool. Tu bois beaucoup d'alcool, toi. Bon, c'est vraiment horrible. T'as un C'est toi le pédo, t'as non un C'est cubi, toi t'as un cubi sous le les pédo selles. qui est tout le temps bourré là, c'est toi non? Quelle horreur. Gros bourré, va. Est-ce que tu peux nous parler de ton actu? Mon actu. Ça intéresse les gens? Bah, il y a un spectacle. Oui. Ah oui, c'est vrai. Il va sortir quand ce podcast? En tout cas, tu te vends bien. Ça c'est. Non, mais parce que je trouve ça tellement intéressant de parler. On a parlé de plein de choses très très intéressantes. Alors, C'est vrai, j'aurais voulu faire. Non, mais vas-y, je vais le faire. Mon nouveau spectacle que j'ai écrit avec Florent Bernard. C'est quand même Florent Bernard, parce qu'il a un gosse maintenant. 21 juillet, ça sort ce podcast. Le 21 juillet 21 c'est juillet. une bonne date. Donc je serai au Théâtre de la Renaissance, octobre-novembre, 25 dates, à 19h. Je joue à 19h, les amis. Ça y est, je suis vieux. Ouais, je suis à 19h. Et donc le spectacle s'appelle Voir les gens, que j'ai coécrit avec Florent Bernard, dont je suis extrêmement fier. Je suis très fier de ce spectacle, parce que Flaubert m'a vraiment apporté des choses incroyables. Et j'ai redécouvert le plaisir Enfin, j'adore écrire des blagues. Mais j'ai vraiment adoré collaborer avec Flaubert et c'est chiant parce que j'ai tellement aimé écrire avec lui que j'arrive pas à écrire tout seul sur plein de trucs maintenant. En fait, j'aime bien les moments avec lui. Non, mais c'est vrai, je lui ai dit voilà, là, j'ai tourné un truc, il fallait que j'écrive des vannes, je l'ai fait tout seul, je suis content. Mais le processus créatif que j'ai eu avec Flaubert sur Pitch, la saison 2 notamment, et sur Voir les gens, c'était vraiment trop cool. Et je pense qu'en fait, le meilleur moment, c'est même pas le fait de jouer ou quoi. Enfin, j'adore jouer mon spectacle et que les salles soient remplies. C'est une adrénaline particulière. Mais le moment de création qu'on a eu en commun, lui et moi, j'ai vraiment adoré. Et j'ai hâte d'y retourner. Et alors, par rapport à tes spectacles différents, il y a une tonalité différente dans celui-là? C'est plus intimiste? Il y a un... Oui, non, c'est pas plus intimiste, non, parce que ça, c'est les pitchs. Ça, c'est vraiment, on est les seuls en France à faire ça. Quand les ricains, ils vont dans les late shows, ils parlent jamais du spectacle. Vous avez remarqué qu'ils parlent jamais du spectacle? Il y a jamais d'extrait, il y a rien. Ils partent sur une anecdote et ils sont pas à dire c'est intimiste ou pas. Je pense pas que ce soit intimiste. C'est pas intimiste. Enfin, quoique. Le deuxième, je l'ai vendu comme très intimiste, mais en fait, le troisième, je parle de trucs plus intimes. Mais en fait, ce que j'ai aimé, ce que j'aime surtout dans ce spectacle, c'est que Flaubert me l'a vraiment, il me l'a structuré. Il m'a dit, on va le structurer comme un film. Et je dis, mais attends, non, moi j'écris pas comme ça. Moi je dis, moi quand j'ai une idée drôle, je pars sur une blague drôle et puis je l'étire et puis j'en fais quelque chose. Tu vois, il me dit, non, on va pas faire ça. Il m'a dit, au début, on va faire des blagues d'observation. Je dis, oh là là, qu'est-ce que tu me fais là? Oh là là, il me sort de ma zone de confort, lui. Oh là, c'est Jeff Panaclock qui enlève la main de la marionnette. Là. Qu'est-ce que tu me fais là? Et vraie anecdote, j'ai parlé avec l'ancien metteur en scène de Jeff Panaclock. Quand ils sont en répétition, le metteur en scène, il parle à Jeff et il parle à la marionnette. Sérieux? En premier degré. Non mais c'est fou quand même là. Ouais. Bah, Là on est sur un niveau complètement dingue. Donc je trouve ça à la fois génial et à la fois à chier la bite. Parce que vraiment il fait Jeff, ok tu fais comme ça, ouais. Jean-Marc, ouais.
ouais, je fais ça et tout, ouais. Et donc, il désamorce. C'est fou, ce truc mérite un sketch ou un film, quoi. Ah ouais. C'est quand même fou d'être metteur en scène et d'être ton premier dog avec une marionnette, tu vois. Vous trouvez pas ça fou? Bah oui, c'est fou. Ça va, Jean-Marc? Ouais, ça va, j'ai bien dormi. Et alors, la chambre? Bah ouais, je suis dans une mallette, donc ça va. Donc, il est en premier degré. Oh, bref, moi je suis fasciné par cette histoire. Donc, qu'est-ce que je disais? Je peux pas lire un livre. Je peux pas lire un livre parce que ça me saoule. Non, il a la structuration du spectacle. Là. Il a structuré le spectacle. Il m'a dit, on fait des vannes d'observation. Il m'a dit, rappelle aux gens que t'es marrant et après tu racontes ta vie. Ok? Et il m'a dit, regarde John Mulaney. Et moi, j'aimais pas John Mulaney. J'avais regardé le début, je dis, non, ça m'a cassé les couilles. Il m'a dit, non, mais regarde comment il a structuré son spectacle. Et vraiment, je me suis inspiré de la structure de John Mulaney. C'est blague, 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 blague. Et à la fin, je vais vous raconter une anecdote avec ma mère qui a rencontré Bill Clinton. Et donc, on l'a structuré comme ça. Et j'ai trouvé ça fou il m'a sorti de ma zone. Et du coup, ce qui était trop bien, c'est qu'il me disait, mais viens, on peut parler de... Là, on pourrait parler de l'évolution. Je dis, mais qui... Et moi, au début, j'étais en panique. Je dis, mais pourquoi tu veux parler de l'évolution? Il n'y a pas de blague sur l'évolution. Il dit, mais si, on va trouver. Alors, l'évolution, c'est quoi l'évolution? Bah, l'évolution, je te pète un poing dans la gueule, ouais. Non, mais calme-toi. Alors, l'évolution, c'est quoi? Et en fait, il m'a imposé des thèmes et je trouvais ça trop bien, en fait. Parce que je rentrais dans le métro, j'avais des devoirs, en fait. Je dis, putain, attends. Et je lui ai envoyé, il y a ça. Il me fait, voilà, c'est marrant. Voilà, comme ça, on le met là. Comme ça, l'évolution, hop, on parle de l'éducation. Après, l'évolution. Tout évolue, l'éducation évolue, tac. Et on a construit le spectacle comme ça. Et c'était trop bien, quoi. J'ai trouvé ça génial. Et il est fort, ce con, hein, parce qu'il a jamais écrit de spectacle avant, ce petit bâtard de Florent Bernard. Et il est vraiment, moi, il m'a impressionné. Et j'ai adoré travailler avec ce gars. C'est comme un coach qui m'a remis sur pied, quoi. Et alors, ce podcast sort le 21 juillet. Là, les dates que tu peux balancer pour les gens qui nous écoutent un peu à travers la France. Je les ai pas en tête, les dates. J'ai des dates début octobre, genre je joue à l'Aigle dans le 61. Ok. J'aime bien. Ouais, c'est vers les yeux, ça. Ouais, t'es là-bas, toi? Non, mais je suis passé par là. T'es passé par là une fois. Oh, putain. Donc, j'ai pas les dates en tête. Je suis désolé, je suis nul sur les dates. Avec le Covid, j'ai plus retenu aucune date. Ce que je sais, c'est que j'ai un peu de dates de tournée. Octobre-novembre, je fais la Renaissance. Il y a des dates géniales que je vais faire. La Cité des Congrès à Nantes, c'est déjà complet. On a déjà rajouté une date. C'est trop bien de savoir que tu vas faire quasi 4000 personnes dans une ville. C'est trop cool. Il y a Rennes et puis il y a l'Olympia en avril 2023 surtout. Ok, cool. J'en refais 5. Trop bien. Wow. Bon, attendez, les gars, on peut tous louer l'Olympia. Wow. Non, mais vous pouvez louer l'Olympia. En vrai, tout le monde peut le faire. Hein. C'est comme une grosse caution pour un terrain de tennis très cher. Ouais. Mais vous pouvez louer l'Olympia. Mais bon, oui, j'en ai 5. Ouais. Donc, ouais, j'ai mis un peu le budget. Mais c'est trop bien. Non, mais l'Olympia, je suis content parce que je sais que mon père, il va être trop fier. Mon père, il était venu à l'Olympia. Il a le badge staff. Et il est dans l'Olympia. Je dis, putain, c'est l'Olympia. C'est cool, tu vois. Et mon père m'a demandé, tu vas y retourner à l'Olympia? Ils t'ont pris. Tu sais, il pense que c'est Harvard, mon père. Ouais. C'est mignon. Tu sais, il a pas capté que c'était un truc. Bah non, on peut y aller quand on veut. En fait, il me dit, mais ils veulent bien que tu viennes. Le spectacle est bien, donc tu peux aller à l'Olympia. Tu sais, il pense qu'il y a un examen de passage, tu vois. Donc je lui ai fait croire que c'était Poudlard, en fait. C'est un peu Poudlard, quoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Oh là là. Ouais, on était bien. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Hit. Et si vous cherchez des idées de films, rematez-le. Ça m'a donné envie de le revoir. Bah, tu vois. Vous avez toujours le précieux outil Cinémature dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser ce podcast. Et nous, on se retrouve à la rentrée, c'est ça, fin août. Voilà, ça va faire un mois sans podcast. On se retrouve fin août, début septembre, un truc comme ça. Ils sont bien silencieux, Ninon et Timothée, là. Bah, vous avez bossé au CDI en tant que documentaliste ou quoi? Le mec qui arrive avec son gilet, qui a le même gilet. Ça va. Est-ce que vous les voyez pas, mais ils sont là, Ninon et Timothée. Ils sont très studieux. Et Ninon, elle fait des Google Images de trucs pour montrer à Timothée. Il y a plein de trucs que Timothée ne savait pas, notamment le t-shirt Pépé Jeans. Il va montrer le t-shirt Pépé Jeans. Ah, donc ça montre des images de Nandal le Landais pendant le bien sûr. Okay. Par contre, t'as un Google Images qui va être fiché S. Hein, parce que là, vraiment, t'as googlé des trucs vraiment chelous, je pense. Ça, c'est bizarre, on suit une meuf, là, c'est très bizarre. Elle a fait Nandal le Landais, elle a fait les serial killers, et après, elle a fait une recette tomate mozza escargot. Il se prépare un truc là. Donc oui, on se retrouve fin août, début septembre et on vous souhaite à tous des très bonnes vacances d'été. Ciao tout le monde. C'est bonnes vacances. Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.